Bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans les lives du Digital Socrates. Aujourd'hui, on va parler de la crise au Venezuela et les enjeux de cette crise-là. Donc là, j'attends mes invités. Il y aura comme intervenant M. Saliou Bokoum, qui est consultant en géopolitique internationale. Il y aura aussi M. Pape Abdoulaye Ndao, qui est consultant en souveraineté. Donc bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans les lives du Digital Socrates. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner sur le compte. Je vous invite aussi à partager le live, à le tapoter aussi, voilà, parce que ce sera un live très intéressant. On va parler de la situation de la crise au Venezuela et de tous les enjeux que cela implique. C'est un sujet de géopolitique internationale, mais c'est un sujet qui concerne aussi le Sénégal, parce que voilà, comme vous le savez, le monde est un village planétaire. Ce qui se passe ailleurs aura forcément des impacts sur notre pays, en l'occurrence le Sénégal, et sur notre continent, l'Afrique. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui on a choisi de parler de ce sujet. Pour les amateurs de géopolitique, de relations internationales, soyez les bienvenus. Je vous invite à vraiment vous abonner sur mon compte de Digital Socrates et de partager le live et de tapoter. Et voilà. Ce sera un live plein d'enseignements, comme le live du samedi passé. Samedi passé, on a fait un live très intéressant. On a parlé du soft power, de la géopolitique dans le football, dans le sport en général. Le live d'aujourd'hui sera du même acabit. Le premier invité est venu. C'est enfin là. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur les lives du Digital Socrates. Donc, live qui se tient tous les samedis. En tout cas, à chaque fois qu'on en aura la possibilité. Merci Cap de Ghana qui est en train de booster le live. Merci. Si tu peux partager aussi et si tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Si vous pouvez partager le live parce que c'est un sujet intéressant. Aujourd'hui, on va parler de géopolitique internationale. Donc, on va parler de la crise vénézuélienne. Donc, avec deux invités de marque. Donc, voilà, pour ceux qui étaient là la dernière fois, le dernier live. Donc, il y a M. Saliou Bokoum qui est là, qui fait le malin là. Donc, qui n'est plus à présenter pour voilà, ceux qui regardent souvent les médias, il est très présent sur les médias nationaux. Donc, voilà, qui est, on va dire, mon consultant en géopolitique internationale. Et Papa Souleymane Ndao, qui est mon consultant en souveraineté. Donc, on va camper le débat. Donc, c'est quoi le thème? C'est la crise au Venezuela, donc, et tous les enjeux qui en découlent. Aujourd'hui, nous allons quitter nos frontières pour braquer nos projecteurs sur un pays, vraiment, qui possède les plus grandes réserves de pétrole au monde et pourtant, qui traverse l'une des crises humanitaires et économiques les plus violentes de notre siècle. On parle souvent du Venezuela comme d'un pays lointain, mais les enjeux qui s'y jouent sont universels. Il y a la souveraineté, la manipulation des ressources, une ingérence étrangère et une survie démocratique. La question qu'on se pose, c'est comment un géant énergétique peut-il se retrouver à genoux? Est-ce de la faute des sanctions? Est-ce de la faute de la corruption ou d'un modèle idéologique à bout de souffle? On va aussi poser le contexte de ce débat. Aujourd'hui, le Venezuela, c'est l'histoire d'un paradoxe. D'un côté, il y a un sous-sol qui fait rêver toutes les puissances mondiales. De l'autre, il y a une inflation qui a réduit le pouvoir d'achat à néant et a poussé plus de 7 millions de personnes à l'exil. En ce début d'année 2026, la situation reste bloquée sur un échiquier géopolitique complexe entre Caracas, Washington, Moscou et Pékin. Donc le pays est devenu le terrain d'une nouvelle guerre froide qui ne dit pas son nom. Pourquoi le dénouement semble-t-il impossible? Pourquoi chaque élection se transforme-t-elle en une crise de légitimité qui divise le monde en deux blocs? Bon, comme d'habitude, ici, sur mes lives, on ne se contente pas de faire les gros titres, on va essayer de creuser au maximum. La première question que je vais poser, c'est est-ce que le pétrole est une chance ou une prison pour le peuple vénézuélien? Le modèle de Nicolas Maduro peut-il tenir face à la pression internationale? Et surtout, quelles leçons, nous, en Afrique, pouvons-nous tirer de cette gestion des ressources naturelles? Donc c'est là où tu me diras quel est l'intérêt pour un Sénégalais de regarder aujourd'hui ce live. Il va se dire que peut-être c'est un live qui ne nous concerne pas, ce ne sont pas nos affaires, mais si. Parce que on sait tous que le Sénégal est maintenant un pays qui a du pétrole. Raison pour laquelle on doit s'inspirer, par exemple, du cas du Venezuela pour ne pas commettre les mêmes erreurs, n'est-ce pas? Pour répondre à ces questions que je viens de poser, donc je l'ai dit, j'ai le plaisir d'accueillir mes deux invités du jour, comme je l'ai dit, M. Saliou Bokoum, qui est mon consultant en géopolitique internationale, qui est très qualifié pour ce sujet, et M. Papa Souleymane Ndao, qui est un consultant en souveraineté. Donc on va entrer dans le vif du sujet avec nos deux analystes, nos deux experts. Sinon, pour le live, ceux qui ont des questions au cours du live, ils peuvent poser les questions. Vous pouvez me les poser directement, ou vous pouvez les poser aux deux analystes. Je me chargerai de leur transmettre et ils vont répondre voilà, du mieux qu'ils peuvent. Donc voilà, sans tarder, Saliou, je te donne la parole. Déjà, je salue tous les internautes qui sont en train de nous suivre sur la live. Je passe la parole à Papa Souleymane, avec qui on va discuter de la problématique du Venezuela en particulier et plus généralement de ses extensions, des effets des sanctions, la politique pétrolière sur une économie, ce qu'on appelle la malédiction de l'or noir, c'est le mot que je cherchais. Donc la malédiction de l'or noir en général, pour ceux qui ne le savent pas, c'est lorsque l'État calcule tous ses besoins sur ses productions pétrolières. En cas de problème, l'économie va tomber. Donc bon, si on doit parler du Venezuela, il faut qu'on fasse un petit rappel historique.
pour pouvoir comprendre ce qui se passe et surtout ce qui a amené déjà les problèmes ont commencé où. Et Tu peux développer, j'arrive. Hein. J'ai juste un petit truc à prendre. Tu peux développer, hein. J'arrive, le temps que j'arrive. d'accord. Pour voir ce qui a amené les problèmes ont commencé où, mais aussi ce qui a amené en 2026 que le président de la République des États-Unis a capturé Nicolas Maduro. Donc, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les colonies sud-américaines appartenaient à l'Empire d'Espagne, pour la plupart ou pour la majorité. Et que c'est entre 1810 et 1825 que la plupart de ces colonies sont devenues indépendantes vis-à-vis de l'Espagne. Sauf Porto Rico, qui a été cédé en 1898 aux États-Unis, suite à la guerre hispano-américaine, parce qu'ils ont eu à s'affronter là-bas, et Cuba, qui est devenu indépendant en 1902, mais qui est resté sur l'influence des États-Unis. Donc, ce qui s'est passé, c'est que entre 1776, avec la déclaration d'indépendance des États-Unis, 1789, la Révolution française et les conquêtes napoléennes du début du 19e siècle, il y a eu un réveil d'indépendance au niveau de l'aristocratie créole. Durant cette période-là, en Amérique du Sud, il y a ce qu'on appelle l'aristocratie créole. C'est-à-dire que ce sont les fils des descendants des conquistadors qui sont nés en Amérique du Sud, qui constituaient l'intelligentsia à cette époque-là et qui étaient considérés comme l'aristocratie de ces différentes villes ou États. Donc cette aristocratie-là, en regardant ce qui s'est passé aux États-Unis avec sa déclaration d'indépendance en 1776, ensuite il a pu voir ce qui s'est passé en France avec la Révolution française de 1789 et les conquêtes de Napoléon au XIXe siècle, tous ont dit mais pourquoi pas on peut aller vers une indépendance. Donc, cette indépendance-là se traduit entre 1810 et 1825. Il y a eu des guerres au niveau de l'Amérique du Sud pour faire éclater tout l'Empire espagnol. Alors, l'Espagne, à un moment donné, était assujettie à des problèmes parce que de l'autre côté, il y avait Napoléon qui avait réussi à vaincre l'Espagne et à épater son frère. Ça fait beaucoup de problèmes. Bon, ça, on en reparlera une fois, c'est pas de notre exposé aujourd'hui. Donc, par la suite, le 2 décembre 1823, sous l'influence de John Quincy Adams, qui était secrétaire d'État et qui deviendra le sixième président des États-Unis entre 1825 et 1825, John Monroe a envoyé une lettre au Congrès américain pour interpeller les puissances européennes sur 3 points. Le premier point disait que les États-Unis reconnaissent l'indépendance des États latino-américains, ce qui entraîne de facto la fin de la colonisation. En fait, il voulait juste leur envoyer un message en disant que maintenant que ces États sont devenus indépendants, vous n'avez plus le droit de vous ingérer ou bien de vous occuper de ce qui se passe là-bas. Le deuxième point concernait le fait qu'il demandait clairement où disait clairement que toute intervention dans les affaires du continent américain par les nations étrangères constituait une menace pour la sécurité et la paix des États-Unis, des USA. Si vous entendez bien ce deuxième point-là, il parle de toutes les affaires sur le continent américain. C'est-à-dire que l'ensemble du continent américain est considéré comme une zone et un espace où quiconque essaie d'y pénétrer ou d'y entrer constituera une menace pour la sécurité et la paix des États-Unis. Le troisième point de la doctrine Monroe, c'est les US pour calmer le jeu, parce que ça, en fait, on nous a coupé une partie du monde en disant que ce monde-là est à nous, et il a simplement dit que maintenant, puisque c'est comme ça qu'on a reconnu les États indépendants et que par la suite aussi, il vous est interdit de venir vous mêler de ce qui se passe là-bas en Amérique. Du nord, quand je dis Amérique, ça veut dire le nord et le sud, du Canada jusqu'à la pointe basse de l'Amérique du Sud. Le troisième point disait clairement pour les calmer qu'ils n'interviendront pas dans les affaires européennes. Ça s'est passé en 1823. C'est à cause de ça qu'après, la colonisation a pu avoir lieu. La conférence de Berlin de 1884 et 1885 a pu avoir lieu et que les Américains ne se sont pas mêlés. Parce que la doctrine Monroe leur avait donné, ils leur avait clairement fait savoir qu'ils n'interviendront pas dans les affaires européennes. Et ces affaires européennes ont continué longtemps, en tout cas, parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à s'intéresser sur les possessions européennes qui étaient beaucoup plus riches, concernant pour certaines ressources et tout ça là. Donc, la doctrine Monroe est très simple à théoriser ou bien à mettre sur pied. La doctrine Monroe dit l'Amérique aux Américains. Et les Américains considèrent tout l'espace américain, c'est-à-dire le nord, à partir du nord jusqu'au sud, comme une de leurs propriétés, une chasse gardée, quelque chose qui leur appartient. Donc, en 1804, il y a Roosevelt qui a prononcé un discours où il explique que l'adhésion des USA à la doctrine Monroe peut les forcer à intervenir malgré eux. C'est ça qui est paradoxal. Puisqu'il y a la doctrine Monroe, et qu'ils ont adhéré, ce qui veut dire qu'ils peuvent être forcés à intervenir malgré eux dans les affaires de notre État américain et à exercer des pouvoirs internationaux de police. C'est ce qui veut dire, ce que vous voulez dire en 1904, c'est très simple. C'est-à-dire que tout ce qui se passera là-bas, qui ne serait pas dans les intérêts des Américains, au nom de la doctrine Monroe, on va intervenir pour pouvoir régler le problème et mettre quelqu'un là-bas qui pourra gérer nos intérêts. Donc, par la suite,
au fur et à mesure que le temps a avancé, il y a eu le communisme qui a commencé à émerger et il y a eu le monde bipolaire. Ce monde bipolaire, il a fait que les Américains, pour pouvoir... Je me permets de te relancer pour ceux qui suivent le live. Quand tu parles du monde bipolaire, là, tu as fait allusion à la guerre froide, c'est ça? Avec les deux blocs, le bloc Est et le bloc Ouest. Oui, c'est ce que je dis. Donc, pour ceux qui suivent, peut-être ils peuvent ne pas comprendre, quoi. Oui, non, j'allais expliquer ça. À un moment donné, les Américains, dans leur guerre avec une autre idéologie, c'est-à-dire le communisme et le monde bipolaire, ils l'ont utilisé pour mieux implanter la doctrine Monroe dans l'espace américain. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à financer des coups d'État et à être avec des dictatures. Donc, on voit que les Américains ont souvent accompagné les dictatures. Elles les ont souvent aidées avec des coopérations à tous les niveaux, que ce soit le renseignement, que ce soit des aides financières, que ce soit beaucoup de choses. Et tout ça là, c'était au nom de la doctrine Monroe et de la lutte, cachée sous la lutte contre le communisme. Parce qu'il fallait, au nom de la lutte contre le communisme, avoir des personnes qui étaient là, dont la plupart étaient là pour les intérêts des Américains. Et malheureusement, dire qu'ils peuvent être dans les intérêts des Américains à cette époque-là, c'était une époque où il fallait mettre un dictateur. C'est pour ça qu'on dit que le 20e siècle en Amérique du Sud correspond à l'ère de la dictature ou bien des dictateurs. Par exemple, en 1954, la CIA et United Fruit Company, c'était une compagnie américaine qui avait le monopole des bananes dans beaucoup de pays en Amérique du Sud. Ils ont tout simplement, en 1954, orchestré un coup d'État pour renverser le président Jacobo Arbenz au Guatemala. Tout simplement parce qu'ils voulaient faire des réformes agraires qui affectaient les intérêts de la multinationale américaine. Donc on voit déjà que comment ils fonctionnaient. Ils ont une multinationale, les renseignements de l'État viennent pour pouvoir mettre quelqu'un qui va être servir leurs intérêts au nom de la doctrine Monroe. La doctrine Monroe, en fait, c'est l'exploitation de toutes les ressources et du continent pour les intérêts crypto-personnels des Américains. Donc, en dehors de ça, les Américains, dans leur jeu de dominance et de puissance, ont longtemps formé les élites politiques de l'Amérique du Sud, mais aussi des élites militaires, avec l'école des Amériques qui se trouve au Panama. Donc, bizarrement, cette école des Amériques qui se trouve au Panama et qui a vocation militaire, elle a formé beaucoup de dictateurs. En commençant par Manuel Noriega au Panama, qui a été président du Panama entre 1983 et 1989, avant d'être arrêté par la suite par les Américains, qui l'ont accusé de trafic de drogue. Il y a aussi Roberto Eduardo Viola, qui a fait un coup d'État en Argentine en 1976, ou bien Héctor Gramajo au Guatemala. Et tous ces dictateurs-là, ce sont des personnes qui ont été formées à l'école des Amériques, qui était une école militaire. Bien sûr, mais actuellement, l'école des Amériques a changé de nom. Elle a un nom. J'invite ceux qui regardent suivre le live ensuite à aller voir déjà l'historique de l'école des Amériques, qui ils ont formé et quel est leur nom actuellement et qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est une forme de propagande militaire où on forme les généraux, les futurs leaders des armées de la zone, et ça leur permet aussi de pouvoir voir avec qui ils vont pouvoir travailler et avec qui ils vont pouvoir coopérer. Donc, si on transpose cela du côté américain, on amène ça du côté européen et surtout avec la France, on voit à quoi sert la Légion étrangère. Les séances de formation à Saint-Cyr et autre part, où ce sont des formations militaires certes, mais parfois ça permet aussi de pouvoir créer des liens avec ces officiers formés. Maintenant, à un moment donné, toute chose, à un moment donné, lorsqu'il arrive, ça crée des problèmes. Donc, les problèmes, il y a eu une volonté du peuple de se libérer du joug américain. Donc, après les attentats du 11 septembre, on a vu que les États-Unis n'étaient pas aussi puissants qu'ils essaient de faire quoi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu des personnes comme Rafael Correa, Evo Morales ou Hugo Chavez au Venezuela. Donc, c'est la politique impérialiste des USA. Donc, ils ont créé des mouvements, ils ont créé des associations afin de pouvoir lutter contre l'impérialisme américain. Et dès que celui qui déclare la guerre aux Amériques, aux États-Unis, automatiquement, la machine va s'ébranler. Donc, la machine a été mise en place et qu'il y a eu des campagnes pour salir leur réputation, pour commencer à les taxer de narcotrafiquants, des campagnes de déstabilisation interne et beaucoup d'autres choses. La première moitié du XXe siècle, le Venezuela est surtout gouverné par des militaires qui, eux, vont développer l'activité pétrolière. Bon, il faut savoir que les réserves du Venezuela sont estimées à 3,8 milliards de barils de pétrole. Ils sont devant l'Arabie Saoudite qui a 257 milliards de barils, le Canada qui a 170 et l'Irak qui a 157. Donc c'est une nation extrêmement riche en pétrole parce que c'est la première station d'essence du monde. Donc les Américains, si vous aviez écouté le discours de Donald Trump, il a dit que maintenant nous allons revenir. Donc à un moment donné, s'il dit que nous allons revenir, ça veut dire qu'à un moment donné, ils étaient là. Ils étaient là, oui. Ils étaient là et qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui sont partis. À partir de la première moitié du XXe siècle, c'est ces régimes militaires-là qui vont développer l'activité pétrolière. Et cette activité pétrolière, on va la donner aux entreprises américaines. Cette entreprise américaine, la première qui va s'y implanter, ou bien l'une des premières qui va s'y implanter, c'est Standard Oil, la société de Rockefeller, qui est américaine. Qui est purement américaine. Donc, ceux qui connaissent l'histoire de Standard Oil et de Rockefeller savent quelles sont les pratiques de l'entreprise. À partir de 1920, le Venezuela devient le deuxième exportateur mondial de pétrole.
Donc, ce qui veut dire que les Américains ont pu mettre en place une économie basée sur le pétrole et qu'à partir de 1920, ils sont devenus les deuxièmes exportateurs mondiaux de pétrole. Ce qui a permis au Venezuela de rembourser sa dette extérieure. C'est quelque chose de bien, normalement. Mais paradoxalement, personne à cette époque-là, dans le gouvernement vénézuélien, ne connaissait réellement les chiffres, les vrais chiffres d'exploitation du pétrole. Personne ne pouvait vous dire quelle est la quantité réelle de pétrole qui sont exploités tous les jours. Il fallait juste se baser sur ce que les Américains décidaient de vous dire et de l'argent qu'ils décidaient de partager. Donc il y avait une réalité bien ramenée qui faisait qu'on ne savait pas réellement ce qui était exploité au niveau de ces champs pétroliers-là. Donc, mais vu qu'on avait un régime dictatorial et que personne n'avait le droit de parler et que les militaires étaient là pour pouvoir faire taire tout le monde, il n'y avait pas de problème pour les entreprises américaines. Il faut savoir, et c'est ça qui fait, par exemple, un Marco Pérez Jiménez, dictateur aussi du Venezuela, et puis resté au pouvoir parce qu'il était pro-américain et pro-entreprise américaine. Dans les années 50, la grande partie des bénéfices de Standard Oil venait de sa filiale vénézuélienne. Ça veut dire que le Venezuela était un gâteau où les entreprises américaines s'empifflaient. Ils s'empifflaient à volonté, ce qui font qu'une seule de leurs filiales leur rapportait presque la moitié de leurs bénéfices ou une grande partie de leurs bénéfices. Donc, en 1973, il y a eu le choc pétrolier. Si vous vous rappelez avec la guerre du Kippour, où on avait les pays producteurs, on dit qu'ils ne produisaient plus de pétrole, ils n'exploitaient plus le pétrole pour soutenir ce qui passe au Kippour et qu'ils étaient contre la politique israélienne. En fait, ils ont vu qu'à un moment donné, automatiquement, lorsque il y a eu ce choc pétrolier-là, les réserves américaines tout sont vidées. Et ça donnait une idée à Carlos Andrés Pérez, qui était président en 1975. Il a tout simplement décidé de nationaliser l'industrie pétrolière vénézuélienne. Donc, c'est à partir de là que les problèmes ont réellement commencé. Parce qu'en nationalisant l'industrie pétrolière vénézuélienne, on sait très bien que ça ne va pas plaire à ceux qui en profitent le plus, c'est-à-dire les Américains. Donc, dès qu'il a nationalisé l'industrie pétrolière vénézuélienne en 1975, il a créé la PDSVA et a aussi indemnisé les compagnies pétrolières américaines. De fil en aiguille, il y a eu des problèmes avec des dictatures, parce que les Américains, même si on avait nationalisé les exploitations pétrolières, les Américains continuaient à exploiter ça. Ils exploitaient un pétrole qui, entre parenthèses, ne les appartenait pas, mais ils continuaient à le faire. Maintenant, il y a eu des problèmes jusqu'à un moment donné où Hugo Chavez a été nommé en 1998. Bon, il avait un désir, c'était de renforcer le contrôle de l'État sur la production pétrolière. Parce que Chavez, sa doctrine, elle tourne autour du fait que les ressources naturelles appartiennent au peuple et que les richesses doivent revenir au peuple. C'est une doctrine un peu du côté du communisme, qui est antagoniste ou bien qui est contre le super-libéralisme américain. Donc en 1998, lorsqu'il a été élu, il a eu le désir de renforcer le contrôle de l'État sur la production. Ça crée le véritable problème, en fait. C'est là où les problèmes ont recommencé, parce que les Américains ont su que là, si on laisse faire, à un moment donné, on ne va plus rien avoir on va plus rien avoir au Venezuela. Donc, c'est la machine, ils ont encore relancé la machine. Les condamnations ont commencé, et même, ce qui est paradoxal dans cette affaire-là, c'est que la Banque mondiale a imposé une indemnisation du Venezuela par rapport aux compagnies pétrolières pour les pertes qu'elles ont subies à cause de cette politique de Hugo Chavez. Hugo Chavez a décidé de ne rien payer. Donc, ça a commencé. Les sanctions, les embargos, les accusations de narcoterrorisme et de narcotrafic. Et c'est à partir de Hugo Chavez qu'on est parti jusqu'à Nicolas Maduro et que ce sont les mêmes choses qui sont venues depuis, qui ont continué. C'est-à-dire que les sanctions ont continué, les embargos sur le pétrole ont continué, les accusations de terrorisme ont continué et les accusations de narcotrafic ont continué. Si vous vous rappelez bien, lorsque Trump a décidé, avant de capturer Chavez, il avait dit qu'en fait, le Venezuela est devenu un État narcotrafiquant et que le cartel du Soleil était dirigé par Nicolas Maduro, c'était lui le boss. Donc, il fallait déjà venir régler le problème du narcotrafic. Mais le Venezuela, dans cette histoire de Trump, pour ceux qui suivent l'actualité, ils savaient depuis le départ que les Américains avaient compté intervenir, soit militairement, ou bien le capturer, ou bien faire autre chose. Parce que quand on analyse le trafic de drogue au niveau du trafic de drogue, le principal problème aux États-Unis, la cocaïne est un problème, mais le principal problème, c'est pas ça, ce sont les opioïdes, avec le fentanyl. Or, le Venezuela trouve très peu de fentanyl. Donc, s'ils disent qu'ils ont déclaré la guerre aux opioïdes et au fentanyl, et qu'ils en profitent pour pouvoir se rapprocher du Venezuela, mais ça pose un problème, ce qui veut dire qu'il y a autre chose qui se cache derrière. Donc, ce sont ces sanctions-là qui ont servi de but. C'est juste un prétexte alors. Oui, en fait, ils avaient besoin d'un prétexte pour agir, et ce prétexte-là, c'était juste le trafic de drogue. Mais le problème, ça a commencé depuis que Hugo Chavez est venu en 1998 et qu'il a décidé de renforcer le contrôle de l'État sur la production pétrolière, ce qui a fait diminuer les rentes financières des Américains et qui a fait qu'ils se sont braqués. Et dans la doctrine Monroe, ce genre de choses-là est inacceptable. Donc, à partir de là, il faut pas aussi idolâtrer l'État vénézuélien en disant que c'est un État bon et que les Américains sont les mauvais dans cette histoire-là. Il faut faire, parce que l'État vénézuélien est un État très corrompu, où il y a eu beaucoup de violence et beaucoup de choses. Hugo Chavez a fait beaucoup de bêtises.
Donc, il y a un problème de surcorruption là-bas. Donc, et avec l'embargo, parce que l'effet de l'embargo, en fait, c'est de détruire une économie pour que les populations se retrouvent asphyxiées. Et avec l'effet de l'embargo, il y a eu des crises. Il y a eu une baisse de la productivité et à un moment donné, il y avait un problème d'entrée d'argent. Maintenant, c'est là où ils ont décidé de se tourner vers la Chine, l'Iran et la Russie comme partenaires pour acheter leur pétrole. Et là, les Américains ont commencé à avoir peur. Parce que depuis 20 ans, la Chine est en train de... La Chine, l'Iran et la Russie, qui je le rappelle, font partie des BRICS. Oui, ça on va venir après. C'est juste l'introduction. Maintenant, le problème, c'est que la Chine... Mais ça a son importance quand même. Depuis 20 ans, la Chine est en train de grignoter l'Amérique du Sud. Donc, ils ont presque multiplié par 20 ou par 30 les coopérations et les fonds qu'ils injectent au niveau de l'Amérique du Sud. Donc, là, tout le monde s'est trouvé à un moment donné piégé par le fait que le Venezuela et qu'il y a d'autres entités étatiques qui commencent à lorgner cette partie qu'on appelle l'Amérique du Sud à travers la Chine, qui investit beaucoup en Amérique du Sud, la Russie qui achète beaucoup de pétrole vénézuélien et l'Iran aussi. Donc, à partir de là, il fallait faire quelque chose. Il fallait agir. Vous ne pouvez pas laisser Maduro dans ces conditions-là continuer à nuire aux intérêts des Américains. C'est la raison pour laquelle ils ont fait leur opération spéciale. Ils ont trouvé un motif pour envahir le Venezuela et capturer Maduro. Ils l'ont capturé. Ils ont mis là-bas la présidente actuelle là. Bien ramené. Lorsqu'on l'écoute, on a peur parce que ce qu'elle dit en haut et ce qu'elle fait en bas, c'est diamétralement opposé. Et que là, la loi que Chavez avait votée, qui réduisait drastiquement les droits des multinationales étrangères et qui imposait qu'à chaque fois qu'il y a une co-entreprise, le Venezuela est actionnaire majoritaire, tout ça là est en train d'enlever ça. Il y a déjà la loi a été votée en première instance et elle va tout faire de telle sorte que les Américains retrouvent leur marché et leur part du gâteau. Car Trump était très clair dans ce business, dans ces affaires-là, il a dit qu'on va faire du business à nouveau avec le Venezuela et qu'au fond, c'est le pétrole qui les intéresse. Maintenant, l'autre aspect du problème vénézuélien, c'est purement géopolitique. Dans cet aspect géopolitique-là, tout à l'heure, j'ai parlé de l'indépendance du Cuba. Si vous vous rappelez bien, j'ai parlé de l'indépendance du Cuba. En fait, il y a un problème au niveau de l'Amérique du Sud parce qu'à un moment donné, les peuples ont commencé à se soulever, mais Cuba aussi n'a jamais été un allié des Américains. Même si lors de son indépendance, au départ, elle était restée sous l'influence américaine, parce qu'elle a pris son indépendance en 1902, mais Cuba n'a jamais été réellement des pro-américains. On se rappelle de la crise des missiles de Cuba et tout ça là. Maintenant, Cuba joue un fort rôle dans la sécurité au Venezuela. Dans l'opération spéciale qui a eu lieu, la majorité des personnes qui ont été tuées, ce sont des Cubains. Ce sont des Cubains. Cuba gère le renseignement du Venezuela. En dehors de ça, il y a la guerre, c'est là où j'entre dans ton point, ce que tu me disais tout à l'heure, il y a la guerre avec les BRICS. Pour ceux qui savent, au départ, les BRICS, c'était le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Si vous regardez bien, au départ, lorsque les BRICS ont été créés, automatiquement, ils ont commencé à avoir des problèmes. Au Brésil, Lula a eu son problème de corruption là. Finalement, il est parti en prison, on a mis Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, ensuite, elle a fini en prison, on a mis Jair Bolsonaro. Qui est un pro-américain et qui lui aussi a fini en prison. On a enlevé Lula. Et Lula est revenu. Et ça, il y a beaucoup de choses qui sont passées derrière pour qu'il puisse revenir. En Russie, si vous regardez bien, à partir de 2014, lorsque la Russie a annexé la base de Sébastopol, parce que la base de Sébastopol, c'est la base qui permettait à la Russie d'avoir son accès dans les mers chaudes. Il y a ce qu'on appelle les mers chaudes et les mers froides. La base de Sébastopol permettait à la Russie d'avoir un accès à ça. Les Américains et l'Union, à travers l'OTAN, voulaient y installer une base. C'est à cause de ça que la Russie a annexé la Crimée. La Crimée pour la Russie, c'est comme la Gambie dans le Sénégal. Et avec c'est la porte ouverte en fait de la Russie. Donc ils ont ici l'OTAN avait pu y mettre une base, les Russes n'auraient plus eu accès à cette partie des mers. Donc ils seraient restés dans les mers fortes et que les mers chaudes appartiendraient à l'autre, c'est entre les mains de l'OTAN, ce qui ouvrait la porte à la Russie. Donc c'est à cause de ça qu'en 2014, ils ont annexé la Crimée et c'est ce qui a entraîné les premières sanctions. Et que c'est à partir de cette première sanction que la Russie a décidé de restructurer son économie. Parce que son économie était largement dépendante du commerce international et surtout avec les Européens. Donc il y a beaucoup de choses qui ont permis, qui sont passées avec ces sanctions-là. Peut-être que Paul Suleiman va y revenir tout à l'heure. S'il ne le fait pas, moi je vais ensuite développer cette partie-là. Au niveau de la Chine, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a créé les BRICS, c'est là où aussi ils ont commencé à avoir des problèmes, ils ont commencé à attirer l'attention des Américains qui ont commencé à parler au départ d'exploitation, de camps de fabrique pour le dossier des Ouïghours, encore le fait dit qu'ils ont commencé à mener une campagne de cabale contre la Chine, mais aussi ils ont commencé à mettre en place une guerre économique basée sur des taxes et des surtaxes. L'Inde a commencé à avoir quelques problèmes avec le Pakistan. Mais moi, l'Inde dans les BRICS, elle a un rôle un peu particulier. Parce que l'Inde, c'est celui qui joue le faux jeu dans cette alliance-là. L'Inde, à mon avis, l'Inde n'est pas pro-BRICS, elle ne sert que ses intérêts. Quand ça l'arrange, Idriss Aberkan en parlait dans un de ses lives. Quand ça l'arrange, elle va être du côté des BRICS. Mais au fond, l'Inde est pro-américain.
L'Inde n'est pas du tout BRICS. Parce que si on regarde le jeu de l'Inde joue un faux jeu. Mais son problème, c'est le Pakistan. Donc, elle est obligée de rester sous le couvercle des BRICS pour pouvoir avoir une certaine protection. Et aussi, paradoxalement, ce que je disais, je pense que ça pas seulement à quelqu'un d'autre, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que malgré les sanctions européennes sur le pétrole, le gaz russe, la France, par exemple, continue à acheter du pétrole russe. Merci Abdallah pour le russe. Donc, la personne avec qui je discutais m'a dit, mais comment c'est possible? Je lui ai dit que les Russes vendent aux Indiens le pétrole, les Indiens refilent le pétrole pour aller vendre ça aux Français. C'est comme ça qu'ils font. Donc, en dehors de ça, maintenant, on descend encore plus. On quitte l'Inde pour aller en Afrique du Sud. Lorsqu'on a créé les BRICS, c'est là où Jacob Zuma était président. Et si on se rappelle bien, c'est là où il a eu un problème avec les villas qu'il a achetées à ses épouses, je sais pas quoi. Ils ont été accusés de corruption lui aussi. Oui, donc, détournement plutôt de deniers publics, parce que lui, on lui avait dit qu'il avait volé l'argent pour construire des villas à ses épouses parce qu'il est polygame, et ensuite, il a eu à être destitué. Donc, on voit que tous ces États-là qui ont créé les BRICS ont été attaqués, ou bien ont subi des sanctions. Et ces sanctions-là ont fait que les BRICS, à un moment donné, étaient complètement affaiblis. Moi, je pensais qu'à un moment, que les BRICS allaient disparaître sans la résilience et l'entêtement des États qui le composent. Parce que malgré qu'ils ont reçu des coups, ils ont pu se relancer, et maintenant, ils ne sont pas jusqu'à créer les BRICS plus. Pour affaiblir encore les BRICS, parce que le monde ne doit pas être unipolaire, multipolaire, il doit être unipolaire. Et que les États-Unis ne veulent plus être une superpuissance, mais ils veulent tendre vers ce qu'on appelle une méga-puissance. Il y a une différence entre une superpuissance et une méga-puissance. Donc, il veut être la méga-puissance, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga de toute la Terre. Moi, je pense que la doctrine Monroe, actuellement, elle ne s'applique plus aux côtés de l'Amérique, nord et sud, mais elle s'applique pour toute la Terre. Parce que si on regarde la capacité de projection que les Américains ont, ils sont partout. Et ce qu'ils font, c'est que tout président ou toute personne qui nuit aux intérêts des Américains est automatiquement liquidée. Si elle ne peut pas être liquidée, elle est mise sous sanction. Si elle ne peut pas être mise sous sanction, on crée un conflit et on crée un coup d'État. Les coups d'État sont une des spécialités des Américains. En Amérique du Sud, à un moment donné, si vous suivez un peu l'histoire, vous avez vu que la plupart des pays sud-américains avaient des généraux qui avaient pris le pouvoir par un coup d'État et qui avaient créé, installé là-bas des dictatures. Et bizarrement, malgré la doctrine Monroe, les Américains ne disaient strictement rien du tout. Donc, ce qu'ils m'ont dit que ces gens-là étaient là pour servir les intérêts des Américains et tout ça. Du moment qu'on sert les intérêts, il n'y a pas de problème. Et c'est cette doctrine Monroe-là qui est en train de s'étendre à travers le monde. Actuellement, on voit que l'Iran a subi, ils vont se faire attaquer parce que là, il y a des opérations spéciales qui sont en cours. Les explosions là, c'est ça qu'on appelle les opérations spéciales. Jamais on va accepter ce qui s'est passé ni le reconnaître. Mais quand tu regardes et que tu analyses, tu vois dire que il y a ce sont des cibles, c'est du ciblage qui est fait. Et pour revenir au problème du Venezuela, le Venezuela, en fait, il a eu deux problèmes. Il a voulu se détacher, au fond, avec Chavez, il a voulu se détacher des Américains et du fait qu'ils surexploitaient leurs ressources, et qu'à partir de là, il y a eu une campagne Là, bien sûr, tu peux enregistrer, bien sûr. Il y a eu une campagne qui a duré plus de 20 ans pour détruire petit à petit l'économie vénézuélienne, pour les isoler petit à petit, parce que la meilleure des façons de récupérer un pouvoir, ou bien de récupérer une entreprise, ou bien de récupérer un pays qui vous a échappé, mais c'est de créer une crise. Allez-y, vas-y, Salou, vas-y. C'est de créer une crise. Et que cette crise-là va faire dire que le peuple va se révolter. Et une fois que le peuple se révolte au nom de la démocratie et tout ça là on peut intervenir et être les sauveurs. Alors que c'est ce qu'on appelle le pompier pyromane. Et ces techniques-là, elles sont pas seulement mises en place en Amérique du Sud. Si vous regardez bien, c'est ce qui s'est passé en Libye, au nom de la liberté des peuples. Parce que quand on dit en Iran que si le régime continue à tuer les manifestants, il va intervenir, mais c'est la même chose qui a été dit en Libye. Ça a failli se passer en Syrie. Nous était l'intervention comment dire, avec Bachar al-Assad. Nous était le soutien des Russes. Bon, en Syrie, eux, ils ont utilisé une autre méthode. La méthode là, ce n'était pas que le Bachar tuait son peuple, mais l'autre méthode, c'était aussi les mouvements terroristes. Donc, ces mouvements terroristes étaient en acquaintance avec la Turquie. On se rappelle de la conférence de presse des Russes, qui sont sortis avec des images satellites et de drones, en montrant carrément les convois, et en montrant pour quelles raisons ils ont, au moment où on faisait la conférence, ils ont ouvert un corridor, ils ont envoyé du matériel, ils ont envoyé beaucoup de choses pour pouvoir régler le problème, et que là, les gens qui étaient devant le fait accompli ne pouvaient rien faire. Donc, je disais que, en fait, ce qui se passe au Venezuela en disant que oui, ou bien ces techniques d'infiltration et de déstabilisation d'intérieur qui font dire qu'à un moment donné, les gens vont dire que oui, il est en train de tuer son peuple, oui, il faut qu'on intervienne, oui, le monde libre, oui, la démocratie, oui, ceci, oui, cela. En fait, ce n'est que de la couverture sur le mensonge. Et ce mensonge-là est en premier lieu alimenté par les médias. Les médias servent à la propagande de ces États et de ces puissances et de ces groupuscules. Parce que derrière ces États, derrière ces puissances-là, il y a un groupe de personnes qui décident
de qui on va attaquer et qui on va laisser tranquille. Ça s'est passé en Libye, ça s'est passé en Irak. On se rappelle de la conférence de presse de Colin, non, à ce fois, pas de la conférence de Colin Powell, de la prise de parole de Colin Powell au niveau des sièges des Nations Unies et de sa fameuse fiole, où il disait que dans cette fiole-là, il y a des armes chimiques qui ont été extraites par la CIA et qui ont été envoyées par une force spéciale. Je viens juste de les recevoir pour vous les montrer. Si une fiole ici, elle se casse, on va tous mourir, alors que c'était de l'eau. Oui, ça a été démontré après. C'est cette fiole-là qui a justifié l'attaque de l'Irak. Et on sait que l'attaque de l'Irak, c'était à cause du pétrole et des ressources. Effectivement. Donc, ce sont les mêmes techniques et les mêmes process qui sont utilisés par ces entités-là. Et au fond, actuellement, le problème, c'est que si le Venezuela fait beaucoup de bruit, c'est parce que les Européens n'ont plus mot à dire. Il y a une recombinaison ou bien une volonté de réinscrire ou bien de retravailler, une volonté de retravailler l'ordre mondial. L'ordre mondial, les Américains sont une méga puissance, les Européens doivent être dépouillés, et ça a commencé depuis très longtemps. Les Américains ont réussi à dépouiller l'Europe. Déjà, concernant leurs technologies d'armement et tout ça, ils sont complètement déphasés. Elle a complètement désarmé, démilitarisé même. Non, elle n'est pas démilitarisée, elle a toujours des armes. Malheureusement, la production d'armement est très faible. Les Français se vantaient de leur canon César. Le canon César, il est parti sur le front ukrainien, ça a été une catastrophe. Donc, les Allemands, maintenant, on sait que ce sont les Ukrainiens, avec l'aide d'autres États, qui ont fait sauter les pipelines, qui faisaient que l'industrie allemande était super performante parce qu'elle consommait du gaz russe, qui est le gaz le moins cher au monde, et que maintenant, puisqu'elle était obligée d'acheter du GNL, qui coûte 100 fois plus cher que le gaz russe, ses coûts de production ont augmenté, ce qui fait qu'elle s'est complètement déphasée, et que maintenant, on entend en Allemagne des mouvements d'humeur, des grèves et tout ça là. Et que derrière, il y a eu la guerre en Ukraine. La guerre de l'Ukraine, les Européens bombent le torse, ils jouent les gros bras, parce que dans la guerre contre les BRICS, il faut aussi affaiblir la Russie, qui est une puissance. Le problème, c'est que la guerre contre l'Ukraine, les Russes ont eu beaucoup de résilience et beaucoup de patience. Ils ont compris très rapidement comment pallier leurs lacunes, comment stabiliser leur production, et comment utiliser les nouvelles technologies dans le champ de guerre. Parce que là, on parle maintenant de guerre moderne. Mais ceux qui ont et qui vont, parce que c'est le présent, mais aussi le futur, payent le plus grand tribut, mais ce sont les Européens. Les Européens n'ont presque plus de stock d'armes. Je disais que les États-Unis ont réussi presque à démilitariser l'Europe. Non, c'est quand tu démilitarises, c'est comme par exemple le Japon, après 1945, Hiroshima et Nagasaki, ils n'avaient plus d'armée. On les a démilitarisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus droit à avoir une armée. Donc, l'Allemagne aussi, à un moment donné, on avait dit une armée, mais non pas de révolution. On disait que la France, l'année dernière, on disait que la France dans un conflit à haute intensité, c'est-à-dire un conflit bien ramé. Tous les jours, il y a des batailles féroces avec des tirs de mortiers, de canons, de missiles et tout ça. La France ne tiendrait pas une semaine avec son stock. Donc, maintenant, c'est à cause de ça que là, lorsque Trump parle, il crie, mais eux tous, ils sont obligés de se ranger derrière Trump. Tout ce que Trump dit, s'il dit que les roses sont vertes, ils vont dire que les roses sont vertes. Ils vont essayer de justifier pourquoi les roses sont vertes. Okay. Maintenant, j'aimerais un peu, si tu le permets, faire intervenir un peu Papa Souleymane Ndao. Mais avant ça, donc, pour confirmer ce que tu as dit en début de développement, donc, on aurait même pu nommer le live la crise au Venezuela entre or noir et marée rouge. Comme tu dis, tu parlais de la malédiction de l'or noir. Et un petit point aussi sur ton développement, c'est-à-dire que Hugo Chavez, je me rappelle, a financé beaucoup puisque tu parlais de socialisme, Hugo Chavez a financé beaucoup de projets sociaux grâce au pétrole vénézuélien. Donc je pense que c'est une des raisons même pour lesquelles il était autant aimé par sa population. Donc peut-être on va y revenir après. Après avoir campé le contexte historique, donc j'aimerais avoir l'avis souverainiste de Papa Souleymane, donc de sa vision du problème en tant que consultant en souveraineté. Assalamu alaikum encore une fois. Alaikum salam. Tout d'abord, je remercie Salou pour la brillantissime intervention qu'il a fait avec son regard géopolitique très pointu. Maintenant, je vais enlever les lunettes de la géopolitique pour porter les lunettes de la souveraineté. En tout cas, si on pouvait voir ton visage, ce serait super. Hein? Donc, je vais envoyer. Je t'inquiète juste. D'accord. Donc, je rappelle, les gars, ceux qui sont en train de regarder le live, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Voilà, ça permettra au live d'être beaucoup plus animé. Donc, si vous avez des questions à poser à Salou, autant profiter de sa présence puisqu'il est là. Donc, autant profiter de ses connaissances. Donc, si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez les poser directement sur le chat et je lui ferai parvenir. Donc, si vous avez aussi des questions à poser à Papa Souleymane, voilà. Merci beaucoup. Maintenant, le géopolitologue, lui, il regarde l'action des étrangers sur la cible. Disons ici, c'est le Venezuela. Maintenant, le souverainiste, lui, il va regarder l'action des acteurs nationaux sur la cible. Cela va me permettre de décliner mon intervention sur 6 axes. D'abord, le pétrole n'a jamais rendu riche un État mal gouverné. On parle de la plus grande réserve mondiale de pétrole. Mais si cet État-là est mal gouverné, comme vous l'avez dit à l'entame de vos propos, est-ce une poison ou autre? Effectivement. C'est comme dire si le couteau est bon ou mauvais. Si tu dis que le couteau n'est pas bon, c'est la fête de la tabaski qui viendra, tu as du mal à faire. Exactement. Comment tu peux utiliser ça en tant que levier? Maintenant, ici, je vais tout simplement dire que la richesse naturelle n'est pas une garantie, mais c'est une tentation. Qu'est-ce qu'on voit dans les faits? Au Venezuela, 90% des devises venaient d'une seule ressource,
on peut bel et bien parler de l'immixtion des États-Unis dans le pays, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu le courage et l'audace de dire non aux Américains. Mais après ce non-là, quels sont les actes qu'ils ont posés? Mais dans les faits, on voit plus de 90% des devises venaient du pétrole. Maintenant, entre 2014 et 2020, qu'est-ce qu'on a vu? Lorsque la production a été divisée par plus de 4, tout logiquement, les réserves en devises vont chuter. Et qu'est-ce qu'on voit? Quand l'État vit d'une seule ressource, il distribue au lieu de construire. Vous l'avez tout de suite dit, Hugo Chavez a beaucoup investi dans des programmes sociaux. Donc, il ne faisait que de la distribution. Pour appuyer ton raisonnement, il a beaucoup reproché à Chavez d'avoir il a tellement fait le raffinerie qu'il en a oublié même de Exactement. Il était tellement focus sur la production aux populations qu'il en a même oublié d'entretenir les donc ce qui, en fin de compte, a joué dans la production. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les infrastructures n'étaient plus avaient besoin de d'entretien et cela coûtait beaucoup d'argent au moment où le coût du pétrole avait donc ça a créé beaucoup de problèmes. Ça a été une des nombreuses, on va dire, reproches qu'elle avait fait à Therese. Donc tu peux continuer. Exactement. Il y a 2 jours, je sais pas, un jour, Salim me parlait du chavisme. Ce projet politique-là qui a été mis en œuvre par Hugo Chavez. Mais ça, le deuxième pilier du chavisme, c'est la redistribution sociale massive. Des programmes sociaux appelés missions qui étaient investis dans la santé, dans l'éducation, dans l'alimentation, etc., etc. Peut-être ça a eu des effets positifs, mais structurellement, ça n'a pas tenu. Maintenant, quand l'économie tombe, la monnaie va tomber avec elle. Parce que qu'est-ce qui garantit la monnaie? Ce sont les réserves en devises ou bien des ressources naturelles. Maintenant, si toi, 90% de tes devises, tu les prenais sur une seule ressource, qu'est-ce qu'on a vu en 2013? Nous avons assisté au choc pétrolier. Maintenant, si tu ne dépendais que d'une seule ressource et que ces ressources-là, ces prix ont baissé, mais tout naturellement, ça va se déteindre sur votre pays. Maintenant, on a assisté à une hyperinflation. Les déficits ont été financés par la planche à billets. Par exemple, en 2018, qu'est-ce qu'on a vu? Une inflation à plus de 1 million %. C'est grave ça. En termes très simples, si en 2023, tu achetais, disons, 3 kilos de pain ici au Sénégal à 450 francs, en 2026, tu vas l'acheter à 1 million de francs. C'est ça une inflation à 1 million de %. Quelles sont les raisons qui ont amené ça? C'est une nouvelle, c'est un État qui a été mal gouverné. Troisièmement, bien sûr, il y a les sanctions, mais les sanctions aggravent, mais elles n'expliquent pas tout. Les sanctions sont comme des amplificateurs, mais elles ne sont pas le moteur initial. Effectivement. Parce que la chute de la production a voulu avant 2019. Et même cette hyperinflation-là qu'on parle, c'était avant l'embargo pétrolier. Donc un État affaibli devient vulnérable au choc extérieur. Par exemple, la Russie, même si ça va me dire que ce n'est pas pareil, si on parle l'exemple de la Russie, l'embargo qu'on a fait à la Russie, ça l'a rendu beaucoup plus fort. Comme on dit, hein, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Maintenant, si par exemple l'État est mal gouverné, il y a la corruption, il y a le clientélisme, structurellement, un État qui ne tient pas, si on fait un embargo sur lui, ça va le mettre en terre. Quatrièmement, le PDVSA, c'était, je pense à mon humble avis, le cœur du drame. Ils ont eu l'intelligence de nationaliser, mais quand l'outil productif est politisé, la rente va devenir toxique. Qu'est-ce qu'on voit? On assiste à une purge de milliers d'ingénieurs. La raffinerie qui fonctionne à moins de 20%. Mais quand la compétence est remplacée par la loyauté, la production va être détruite. Et quand la production s'arrête, l'État va perdre sa souveraineté. Surtout si le pays n'était basé que sur cette ressource. Bon, même si en 2019, on a assisté à la dollarisation. Le dollar a donné une illusion de stabilité. Mais dans les faits, on a assisté à 2 pays, ceux qui possédaient le dollar et les autres qui ne possédaient pas le dollar. Et ça a accentué ce sentiment de mécontent de tout ça. Comme dans beaucoup de pays pauvres, il y a une énergie très négative qui se faufile en l'air parce qu'il y a beaucoup de mécontentement, de méchanceté, etc., qu'on ne voit pas dans certaines zones. Bon, je ne veux pas m'allonger. Au regard de la souveraineté, on ne peut pas juste dire les étrangers, les étrangers, les étrangers. Mais qu'est-ce que les nationaux ont fait? Merci beaucoup. Si je suis bien ton raisonnement, Abdullah, tu me diras bien s'il y a toujours des échos, hein, parce qu'il y a Abdullah qui me signalait. Bon, je ne voulais pas vous couper, mais des fois on me signale des trucs sur le live, donc je ne veux pas trop vous couper en cours de développement. Mais Abdullah qui me disait qu'il y avait de l'écho sur mon micro, donc si tu peux me dire s'il y a toujours cet écho-là. Je pense que peut-être que j'étais un peu trop près du micro. Mais pour continuer, si je suis... donc c'est bon, Abdullah, merci. Merci. Donc, Abdullah, je te nomme modérateur officiel, d'accord? À partir de jeudi, je te nomme modérateur officiel. Donc, le live, c'est chaque samedi. Tu viendras faire le modérateur, d'accord? Ok. Donc, cette question-là, c'est pour Salou et toi, c'est pour vous deux. Dans ton raisonnement, tu as dit que les sanctions, certes, peuvent, jouer plus le rôle d'amplificateur, mais ce n'est pas ce qui expliquait le fond du problème. D'accord. Si je comprends bien, malgré toute cette ressource-là et ces réserves de pétrole dont disposait le Venezuela, s'il y a eu des problèmes, on va dire structurels, c'est parce que peut-être qu'il y a eu manque de vision. Il n'y a pas eu une vision au-delà. C'est-à-dire, je m'explique. Si on fait le parallèle entre aujourd'hui le Venezuela et les pays du Golfe, par exemple l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., on a vu qu'à un moment donné, ces pays-là n'avaient qu'une seule ressource qui était le pétrole. Aujourd'hui, on a vu ce qu'un pays comme le Qatar est devenu. C'est-à-dire que c'est à cause du pétrole que le pays s'est complètement développé. C'est-à-dire qu'ils ont très bien réutilisé cette manne financière-là
c'était rentrée d'argent que leur a permis leur seule ressource de l'époque, c'est-à-dire en l'occurrence le pétrole. Donc, ils ont eu une très bonne vision sur le long terme, n'est-ce pas? Donc j'ai l'impression que, à vous entendre parler, là je parle au Papa Souleymane, c'est un peu ce que tu reproches aux dirigeants vénézuéliens. C'était comme s'il y avait un manque de vision. Cette question c'est pour Papa Souleymane. Donc, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui a expliqué selon toi cet échec-là, malgré tout ça? La question pour Saliou, c'est, je voudrais savoir, parce que cette question-là, elle est importante pour le Sénégal aujourd'hui. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui explique ces difficultés qu'ont les pays en général qui ont le pétrole, qui ont la ressource du pétrole? Pourquoi il y a autant de problèmes? Pourquoi c'est même devenu une malédiction pour ces pays-là? Ça, j'aimerais vraiment que tu m'expliques. Donc, c'est une question pour à vous deux. Je ne sais pas qui va répondre le premier. Salut, allez-y. Je réponds à ma question ou je réponds aux deux questions? Bon, réponds à ta question. Sinon, je te connais, tu vas... Bon, donc, apparemment, j'ai un avis sur la question de Papa Souleymane, peut-être que là, on a un avis sur le mien. Parce que, on n'est pas d'accord sur les sanctions. Donc, le débat aussi, voilà. Les difficultés, en fait, des pays qui produisent du pétrole, c'est la malédiction de l'or noir. En fait, le pétrole, on peut dire que c'est de l'argent facile. De l'argent facile parce que tu viens, tu exploites, tu vas vendre sur le marché. S'il y a une crise quelque part dans le monde, tu gagnes encore plus de fric. Donc après, pourquoi aller investir dans d'autres produits ou dans d'autres secteurs d'activité si le pétrole peut te générer tellement de rente et beaucoup d'argent qui font que tu deviens paresseux. En fait, c'est comme par exemple, c'est comme ce que j'appelle la malédiction de l'Afrique. La malédiction de l'Afrique, c'est qu'on a une terre qui donne tout. Tout ce que tu plantes, on n'a pas d'hiver froid, on n'a pas de tornade, on n'a pas de séisme. La terre, elle est très fertile. Tout ce que tu peux planter va germer. Et ça rend paresseux. Contrairement à ceux qui, derrière, ont un climat froid, austère, et qui sont obligés de se battre tous les jours pour ne pas mourir. Ça les rend beaucoup plus forts et beaucoup plus déterminés. C'est la même chose avec le pétrole. Donc, les difficultés que ces États ont, c'est qu'à un moment donné, ils se concentrent plus dans les rentes pétrolières que dans les autres secteurs d'activité, parce que les autres secteurs d'activité, ce que le pétrole produit, ne fait que tu n'as pas besoin d'autre chose. Maintenant, en général, le pétrole, il vient souvent avec du gaz. Les deux vont souvent de pair. S'il y a du pétrole, il y a du gaz. Donc, quand tu exploites le gaz et quand tu exploites le pétrole, tu te dis que tu n'as plus besoin d'investir autre part. Maintenant, c'est là où les problèmes commencent. Les problèmes vont commencer à deux niveaux. Il y a deux choses qui vont créer des difficultés. La première des choses, si tu refuses de donner leur part du gâteau, ou bien la plus grande part du gâteau aux multinationales étrangères, c'est-à-dire aux puissances, si c'est le cas du Sénégal, à la puissance, l'ancien colonisateur, ou bien les Américains et tout ça là, tu commences à avoir des problèmes. Et je rappelle que le Venezuela, ces problèmes ont commencé en 1975, lorsque Carlos Andrés Pérez a nationalisé l'industrie pétrolière. Donc ça, c'est le premier problème. Donc il faut accepter de donner sa part du gâteau aux Caïmans et aux chefs de gang, c'est-à-dire les Américains. Le deuxième problème, c'est le fait que les quantités qui sont souvent limitées et que les quantités sont souvent limitées dans la plupart des pays, sauf des pays où il y a d'énormes stocks, comme par exemple au Venezuela ou bien en Russie. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Papa Souleymane, mais je laisserai développer, ensuite je reviendrai sur ça. Donc, les quantités sont souvent limitées et malheureusement, on a des États où, durant l'exploitation pétrolière ou bien durant la phase de la recherche et l'exploitation pétrolière la plus souvent, ce sont des présidents complices de ces multinationales, complices de ces États, souvent des gouverneurs de ces puissances, qui sont sur place. C'est là qu'il y a la seconde difficulté. Maintenant, là, tu te retrouves dans le système, tu donnes la part du gâteau au lion, le reste, les miettes qui restent, ce sont les gouvernants qui le mangent. Donc, quand ces deux aspects-là se réunissent, mais c'est tout à fait normal qu'on dise que oui, ils ont du pétrole, mais ça fait partie du pays les plus pauvres au monde, c'est parce que l'élite est corrompue et que l'élite ne travaille pas pour le peuple, mais l'élite travaille pour ses patrons. Et dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans d'autres pays, ou bien au Soudan américain, par exemple, au Soudan. Le Soudan, les Américains ont vu qu'il y avait un peu entre le nord et le sud. Au sud, ce sont les chrétiens. Et les noirs, au nord, ce sont les arabes. Tous les champs pétroliers du Soudan se trouvent au sud. La plupart des raffineries se trouvent au sud. Mais ils ont créé là-bas une guerre de sécession. Et le Soudan du Sud a déclaré son indépendance. Automatiquement, les Américains les ont reconnus. Ils ont mis la main sur les champs pétroliers. Si tu vois bien tout ce qui se passe au Soudan, mais tu ne verras jamais le nord attaquer le sud. Pourquoi? Actuellement, ce qui se passe à l'intérieur du Soudan, c'est un problème encore de géopolitique et de ressources naturelles. Donc, la malédiction de l'or noir, en fait, et les difficultés, elles sont liées à deux choses. L'appétit vorace des puissances étrangères et le fait que les personnes qui dirigent sont souvent corrompues et ne sont pas là pour travailler pour les intérêts des populations. Mais Saliou, j'ai un problème avec ce que tu dis là. C'est-à-dire, pourquoi on n'a pas observé ce phénomène-là dans les pays du Golfe? Pourquoi? Voilà, très bien. Parce que les pays du Golfe, ce sont des monarchies. Ok. Déjà, ce sont des monarchies. C'est le roi. Il n'y a pas un opposant qui va aller prendre les armes, patati. Ce sont des monarchies. Deuxièmement, les pays du Golfe, peut-être qu'ils ont un bon contrat et tout ça là, mais ce sont les puissances étrangères qui exploitent. Bon, après, même si c'est les monarchies, mais après, on a vu que la population y trouve son compte aussi. Parce qu'il y a il n'y a pas de problème politique. Tu sais, les problèmes politiques, mais à chaque fois qu'il y a changement de régime, si c'est un savoir de caïman qui, à chaque fois, essaie de manger.
Donc il faut une stabilité. Il faut une stabilité politique. S'il n'y a pas de stabilité politique, c'est une stabilité politique ou bien que les dirigeants soient des dirigeants qui sont là pour la population. Mais s'il n'y a pas cela, mais ça ne marchera pas. Okay. Donc la stabilité politique fait que déjà le pays est stable, c'est le roi qui est là, c'est les princes qui sont là. Et le roi, il faut regarder la culture de la vente qui a été mise dans la famille royale saoudienne. Eux tous, ils ont leur part de Aramco. Aramco, c'est la société pétrolière de l'Arabie Saoudite. Eux tous, ils ont leur part d'Aramco. En plus, ces sociétés, trucs, ces pays-là, ces monarchies arabes, la plupart, ce sont des pions, des valets et des laquais des Américains. Eux tous, ils sont du côté des Américains. La preuve, quand l'Iran a attaqué Israël, la plupart des États qui étaient frontaliers à Israël ont fait décoller leurs avions de chasse pour aller aider les Américains à intercepter les missiles. Avec les Français, avec les bateaux français qui envoyaient aussi des avions pour aller intercepter des missiles. Donc il y a la collaboration. Tu te regardes les deux points que j'ai développés concernant les difficultés. C'est-à-dire, donner sa part au lion. Le lion, on lui donne sa part. Une élite corrompue. Il n'y a pas d'élite corrompue, c'est une monarchie. Donc, avec ces deux aspects-là, le problème est réglé. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien dire. Parce que tant qu'ils mangent, ils ne disent rien du tout. Et ce sont des pays qui, très tôt, se sont rangés du côté des Amériques. Ils ne sont pas allés du côté des Européens. Parce que si tu vas du côté des Européens, tu seras obligé ensuite de donner sa part aux Américains. Mais si tu vas du côté des Américains, tu ne vas pas toujours donner ta part aux Européens. À ce moment-là, si tu vas voir les Américains et tu dis que par exemple, il y a les Européens qui vont fatiguer, les Américains vont dire restez tranquille. Mais si tu vas chez les Européens et que tu ne donnes pas ta part aux Américains, les Américains appellent aux Européens en disant pourquoi j'ai pas encore eu ma part. Eux tous, ils se sont rangés du côté de l'Amérique. Ils ont donné leur part et ils ont géré leur pays. Et il y a même des pays où ce sont les Américains qui ont permis à ces rois-là de pouvoir s'établir, de rester au trône et de pouvoir prospérer. Parce qu'ils donnent leur part du gâteau. Et troisièmement, ils ne dérangent pas Israël. C'est une spécificité là-bas, ils ne dérangent pas Israël. Maintenant, si tu vois, avec tout l'argent qu'ils ont eu, mais eux aussi, ils ont décidé d'aller à la conquête, en fait, du véritable du continent qui va être dépouillé dans ce 21e siècle-là, c'est l'Europe. Ils ont acheté tout ce qui est luxe, hôtellerie, la plupart des clubs de foot. Économiquement, l'Europe n'est pas viable. L'Europe n'a rien. L'Europe se base sur l'Afrique. À un moment donné, nous les Africains, nous devons nous réveiller et comprendre que le chemin-là qu'on a pris, on n'y arrive pas. Moi, c'est ça, c'est mon problème principalement actuellement avec le gouvernement. Le chemin qu'on prend, c'est pas un chemin de la souveraineté. C'est un chemin de slogan. Là où on va actuellement, on n'y arrive pas. On est en train de refaire les mêmes choses que les autres avaient fait. Donc, ces entités-là sont en train de dépouiller l'Europe de manière systématique et les Européens ont commencé à s'en rendre compte, mais il est trop tard. Parce qu'eux, ils ont complètement raté la nouvelle révolution industrielle et la nouvelle révolution, c'est-à-dire la révolution de l'intelligence artificielle. Ils ne maîtrisent pas la technologie. À part les Hollandais, ASML, c'est eux qui fabriquent les machines. À part ça, ASML, ils se sont rangés derrière les Américains. Ils n'ont rien du tout. ASML qui est hollandaise. ASML, ZTE. Oui, c'est eux qui fabriquent les machines de Java des micropuces. Là, lorsque les États-Unis ont mis un embargo concernant les puces, ils ont interdit à ASML de vendre des machines aux Chinois. C'est ce qui a fait que les Chinois utilisent des puces de 2021 pour DeepSeek. Alors que, comment on appelle ça encore? ChatGPT, ils sont dans les puces de 2024, 2025, et DeepSeek est beaucoup plus performant que ChatGPT. Ça, c'est un problème ça a posé beaucoup de problèmes. Maintenant, ces entités. Tu parlais de l'Europe qui avait complètement raté le. Oui, le deuxième point, en plus de l'intelligence artificielle, de la robotique et tout ça, l'électricité, le côté électrique, ils sont complètement passés à côté. La preuve, ils avaient dit qu'en 2035, il n'y aurait plus de voitures thermiques en Europe. Là, ils ont repoussé ça parce qu'ils savent que c'est trop tard. C'est à cause de ça que, par exemple, dans la division internationale du travail, ils ont créé ce qu'on appelle la nouvelle division internationale du travail. Ça veut dire qu'au lieu de disperser les investissements, c'est-à-dire qu'il y a le producteur de matières premières, là-bas, il y a le producteur ceux qui va transformer. Ensuite, on va amener ça vers nos boutiques qui vont revendre ça. Ils amènent tout sur les lieux. C'est-à-dire que là où on exploite la matière première, c'est là où vont amener les entreprises qui vont la transformer. C'est là-bas où ils vont mettre des entreprises qui vont la attendre et vont profiter du marché. C'est à cause de ça que ces temps-ci, tu les entends fortement parler de la ZECLAF, de la zone de libre-échange du continent africain. Ça leur permettra d'avoir un marché unique et de bénéficier à 100% parce qu'ils sont déjà implantés. Quand tu vois que, par exemple, Volkswagen est parti au Rwanda, ici, installé. Au Sénégal, ici, on ne peut pas d'usine de montage. C'est-à-dire qu'ils fabriquent tout, ils viennent, ils envoient tout par conteneur, par bateau, tu viens, tu montes et tu vends. Mais ça, c'est pour profiter du marché sous-régional. C'est pas par exemple ce qu'il le faut. Et c'est pas quelque chose de cela qui va nous permettre d'être souverain. Il n'y a même pas de transfert de technologie. Mais il n'y a rien. Ça va être ces technologies. Peut-être que c'est les clés qui vont t'amener, les presses, les tournevis électriques. Parce que ça, le transfert de technologie. Mais il n'y a rien du tout. Et c'est pas sérieux. C'est pas pour ça qu'on va aller vers la souveraineté. C'est vraiment dommage. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Lorsqu'on regarde comment le monde fonctionne, on voit qu'en fait, il y a une entité suprême qui essaie de guider son dictat au nom de la doctrine Monroe à tout le monde. Il y a des États qui essayent de se rebeller et de se battre. Et que ces États-là, à chaque fois que tu verras un État qui a des ressources naturelles et qui est dans des difficultés et qui vit de la pauvreté, c'est que non seulement, oui, il y a des exceptions. Il y a des États, ils donnent la part du gâteau au lion, ensuite ils mangent tout le reste. Et ça, ce sont les dictatures. Tu veux me donner quelques exemples? Il y en a plein. Par exemple, au Cameroun. Regarde le Cameroun. Mes amis camerounais, je n'ai rien compris, mais regarde le Cameroun, comment il fonctionne. Comment Paul Biya, 80 et quelques années, peut-il rester président de la République dans un pays super riche qui est super pauvre? Le Congo. Le Congo? Comment
même si le Congo, on te dira qu'il y a eu des guerres civiles, et ces guerres civiles là, elles sont instrumentalisées par qui sont derrière ces forces qui attaquent tout le temps et qui pillent? Il y a des pays, le Congo c'est plus la guerre. C'est à cause de ça, par exemple, qu'ils avaient mis en place des régimes dictatoriaux en Amérique. C'est-à-dire ça. La question de Diop. Vas-y, je vais noter la question de Abdallah. Ça leur permet d'avoir des gens qui sont là pour eux, mais il y a aussi ces gens-là vont manger un maximum et devenir super riches. Et c'est à cause de ça que tu verras que le peuple est dans la détresse. Et que le Venezuela, ça fait partie aussi d'une des choses que leur État était problématique sur Maduro. Il y a eu beaucoup de corruption, il y a eu beaucoup de vols de ressources, de détournement des deniers publics. Donc tout ça là, accompagné d'une conjoncture et d'embargo et tout, et une crise économique avec une super inflation, mais ça fait qu'à un moment donné, les choses vont péter. Et Trump, pour éviter la guerre civile, il a choisi la solution la plus facile, c'est d'aller le prendre et de l'amener. Et c'est pas la première fois que les Américains le font, et c'est pas les seuls qui le font. Voilà, je rappelle que Gbagbo, les Français lui ont fait la même chose. Ils sont allés le prendre dans son palais, ils l'ont amené au TPI. Manu Noringa, les Américains l'avaient fait. Donc c'est quelque chose qui est fait par les superpuissances. Donc la dernière fois, j'ai discuté avec un ami qui m'a parlé du respect du droit international. Je lui ai dit, mais le droit international, c'est fait pour les États faibles. De toute façon, les États-Unis respectent le droit international quand ça les arrache. Le droit international n'existe même pas. Ce sont des règles qu'on a mis pour contraindre les États, pour les pays faibles et les pays pauvres, à payer le genou à terre. Dernièrement, on assiste même à la montée de l'impérialisme, au retour même de l'impérialisme. Il n'a pas disparu. Il se cachait sous d'autres formes. C'est ce que je discute. J'ai tout un ami diplomate qui me disait que oui, en fait, c'est le retour du loup. Oui, mais le loup, en fait, avant, il portait une peau de brebis. Donc, une peau de chèvre. Mais là, le loup a décidé de se débarrasser de la peau de chèvre pour montrer que c'est un loup. Mais l'impérialisme a toujours existé. C'est pour ça que j'ai parlé du retour affirmé de l'impérialisme. Ouais, c'est ça. N'oublie pas la question de Papa Souleymane. Ouais, vas-y. Bon, donne la par rapport à cela, comment je reprends de la parole. Papa Souleymane, vas-y pour ta question. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Bien sûr. Voilà, donc on t'écoute. Bon, après, si vous finissez de développer, il y a une question de Abdallah Diop, je l'ai noté sur le chat. D'accord. Est-ce qu'on manque de vision des élites vénézuéliennes? Oui, voilà. En réalité, il y avait une vision, mais une vision de redistribution immédiate, pas de transformation structurelle. Les élites vénézuéliennes, avant Chavez, pendant Chavez et après Chavez, ont partagé un même réflexe. Utiliser la rente pétrolière pour stabiliser le pouvoir politique et social à court terme, plutôt que de bâtir un État capable de survivre sans cette rente. Donc, ils n'ont pas fait comme tu as donné l'exemple des autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi de privilégier la consommation plutôt que l'investissement. Ils ont choisi la loyauté politique plutôt que la compétence. Ils ont choisi la centralisation plutôt que la discipline des règles. Et à la différence des pays du Golfe, où la rente a été mise en distance du jeu politique. Bon, ça nous l'a tout à l'heure mis en évidence. Il y a aussi des réalités sociologiques, anthropologiques. Là, on voyait des héritiers. Mais là-bas, à cause des crises sociopolitiques, on pouvait imaginer que ça constitue double facteur. Mais qu'est-ce qu'on voit vers les pays du Golfe? La rente a été mise en distance du jeu politique via des fonds souverains, des règles budgétaires strictes et une planification à long terme sûr. Le Venezuela a confondu la rente avec la souveraineté. Or, la rente n'est pas la souveraineté. Elle fragilise même si elle remplace l'impôt, la production, la responsabilité. Donc oui, il a eu un échec de vision institutionnelle et temporelle. Et pour terminer, le Venezuela n'a pas manqué d'idées, mais il a manqué de règles pour empêcher la rente de devenir un piège politique. Donc, Maduro a fait du Chavez. Il a fait du Chavez, mais sauf que lui, il a trouvé une crise qu'il a voulu régler avec le modèle Chavez. À son arrivée, il a voulu régler les crises au lieu d'innover, d'avoir une vision élargie. Il a voulu calquer le chavisme directement à cette crise. Alors que le chavisme même était à l'origine même de cette crise, si on peut dire ça comme ça. Exactement. Donc tu peux pas. Donc c'est là où je parle de manque de vision en fait. Tu peux pas solutionner un problème avec une solution. Une solution, je le mets entre guillemets, une solution même qui a amené ce problème-là. C'est-à-dire que là, il y a un problème quoi. Donc c'était prévisible. C'était prévisible. Comme le professeur Charmadian le disait, une intelligence économique. Ça. Donc est-ce qu'on peut même parler de vision? Parce que si tu dis que c'est une vision court-termiste, sachant que bon, tu mises que sur la redistribution, sachant que tu n'as qu'une seule ressource, tu te diversifies pas. Comme on dit, il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, si tu ne cherches pas à diversifier, si tu es dans une logique purement de consommation, de redistribution, donc sachant que bon, cette ressource-là peut disparaître du jour au lendemain, cette ressource-là peut être confisquée, cette ressource-là peut, pour une ou autre raison, peut être retirée. Donc, est-ce que c'est pas une manque de vision finalement? Exactement. Par exemple, Chavez a gouverné avec une rente élevée, mais les mécanismes structurels des crises qui ont vu jour, ou bien qui ont été plus visibles sous Maduro, leur origine, c'était sur Chavez. Maintenant, qu'est-ce que Maduro a fait? Maduro a gouverné sans rente, mais sous crise et sanctions. Donc, beaucoup de dérives actuelles sont post-chavistes, mais rendues possibles par l'architecture chaviste. Maintenant, pour faire le parallèle, je viens après à la question de Abdallah, parce qu'il a même deux questions. Maintenant, pour faire le parallèle, si on regarde aujourd'hui, si on pointe du doigt les erreurs qui ont été commises par le Venezuela, après, ça lui aussi
Salou a donné beaucoup d'autres exemples. Sachant que nous, au Sénégal, parce que voilà, comme je dis, il faut qu'on essaie d'apprendre des erreurs des autres pour qu'on s'inspire de cela, pour qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. Donc, comment nous, on peut apprendre de ces erreurs-là? C'est-à-dire, quelle vision devrait-on avoir pour la gestion de notre pétrole, de notre gaz, etc., etc. Maintenant, vous me permettez de faire une comparaison très utile, sans jugement, pour mieux comprendre le mécanisme, avant de décliner quelques leçons. Je vous en prie. Maintenant, on va prendre l'exemple du Nigeria. Actuellement, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une forte dépendance au pétrole. 90% des recettes d'exploitation. La monnaie s'est fragilisée et se fragilise davantage. On assiste à une inflation chronique, une importation massive de biens essentiels. Troisièmement, la raffinerie reste maintenant non fonctionnelle depuis longtemps, malgré que un très grand producteur de brut. Quelles leçons on peut en tirer? Un pays pour produire du pétrole reste pauvre. Il n'investit pas sa rente. On va prendre un autre pays, à savoir la Norvège. La Norvège, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une séparation stricte entre revenus pétroliers et budget courant. C'est-à-dire, ils n'utilisent pas les revenus générés par le pétrole pour survivre dans le court terme. Et, par exemple, si tu ne dépends que pétrole pour payer tes enseignants, régler tes dépenses, les charges fonctionnelles d'un État, on les connaît. La Norvège, ils ont fait une séparation stricte entre les revenus pétroliers et le budget courant. En plus, ils ont créé un fonds souverain indépendant. Et enfin, ils ont interdit d'utiliser la rente pour subventionner artificiellement les prix, comme ce que le Venezuela a fait. Le troisième exemple que je vais donner, c'est le Ghana. Dans les années 1980, il y avait une crise économique sévère, une inflation élevée, des dettes et des pénuries. L'État s'est affaibli, perte de confiance, etc. Tout ce qu'on voit actuellement pour le Venezuela. Maintenant, qu'est-ce que le Ghana a fait? Ils ont fait des réformes graduelles, mais très fermes. Budget, monnaie, agriculture, exportation. Mais en plus de cela, ils ont réhabilité l'administration économique. On a remarqué que depuis quelques années, au Venezuela, les statistiques économiques, beaucoup parlent de litiges. En tout cas, il y a une perte de confiance sur les chiffres réels ou bien les données économiques réelles du pays. Le Ghana a su redresser ça. Maintenant, après, les résultats, tout simplement, on a assisté à une stabilisation macroéconomique, une reprise de la croissance sur plusieurs décennies. Et également, les institutions ont été imparfaites, mais ont continué à fonctionner. Maintenant, pour terminer, j'avais pensé à 5 principes qu'on peut dégager ou qu'on peut tirer de cette crise vénézuélienne-là. Le premier principe, c'est le principe de prévention. Il faut séparer les recettes extractives du budget politique courant. Il faut faire une séparation des deux. Par exemple, un chef de famille ne peut pas vivre d'une seule source de revenus. En intelligence financière, que ce soit finance personnelle ou finance entreprise, ou même les finances étatiques, on interdit ça. On ne peut pas vivre d'une seule source de revenus. Donc, la rente ne doit jamais financer la popularité, les dépenses courantes, les projets politiques, etc., etc., etc. Deuxième principe, il faut un fonds souverain hors cycle électoral. Il faut des règles automatiques, une transparence totale. En termes plus simples, l'argent facile doit être rendu difficile à utiliser. Et comment on doit faire ça? Les sanctions, des règles, une transparence et une veille, comme actuellement. Ce que vous faites, une veille, il faut que la population soit des sentinelles qui ont un regard sur ce qui leur est de droit. Troisième principe, il faut subventionner les personnes, mais jamais les prix. Si on voit des déficits budgétaires et qu'on veut combler ces déficits-là par la planche à billets, à court terme, ça peut fonctionner, mais à long terme, ça crée des dégâts. C'est le troisième principe. Quatrième principe, il faut redistribuer les fruits. Il faut que la justice sociale commence par la production. Pas juste investir sur la santé, l'éducation, faire des programmes sociaux, mais il faut de la production. Il faut que la valeur ajoutée, exactement, la valeur ajoutée soit poussée. Il faut une création de valeur pour faire simple. Maintenant, cinquième, il faut une indépendance réelle de la banque centrale, des statistiques, des comptabilités publiques. Par exemple, au Sénégal, les mois précédents, on parle de beaucoup de dettes cachées, le fonds de dette caché là. Mais un pays ne se gère pas comme ça. S'il y a des possibilités de pouvoir faire des magouilles, les ressources vont devenir une malédiction. Et sixième et dernier principe, il faut une souveraineté. Et la souveraineté, le premier pilier de toute souveraineté économique, souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire, quel que soit le type de souveraineté, le premier pilier, c'est le développement de capacités humaines. Il faut une capacité minimale locale. Ce qu'on ne sait pas réparer, on n'essaie même pas de le posséder. Comme on le disait, il faut commencer tout petit, commencer à pouvoir maîtriser les choses. Vous parlez tout à l'heure de transfert de compétences. Il faut des talents nationaux. Et quitte même à, je sais pas, l'autre jour je suivais un film Blacklist, je sais pas si vous le connaissez. Blacklist, la série ou bien? Série, exactement, série. Oui, j'ai regardé ça, je pense il y a longtemps. La saison 9, premier épisode, ils ont commencé par un ingénieur taïwanais qui était à TSMC, qui avait seulement la technologie de pouvoir concevoir des puces. Maintenant, il y a d'autres États ennemis qui ont voulu kidnapper cet ingénieur-là pour pouvoir avoir la connaissance de pouvoir mettre en place cette technologie-là. Maintenant, les États-Unis, dans le film bien sûr, les États-Unis, savant que c'est seulement Taïwanais qui avait cette connaissance-là, ils ont intervenu, sauver la personne et le renvoyer dans son pays d'origine. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Il faut conserver. Il y a quelqu'un qui le disait, c'est un membre du parti. Ici, il a dit ici au Sénégal, on peut payer des millions pour aller chercher des entraîneurs ailleurs et les amener dans notre équipe nationale, mais on ne peut pas payer des personnes ou bien des professeurs, des savants de renommée mondiale pour les amener ici et former nos jeunes. Donc il faut, je vais terminer par cela, investir sur les talents nationaux. Comme j'ai coutume de dire, je pense que un pays, pour qu'un pays se développe, je pense que le premier axe, c'est d'investir sur le capital humain. Ça, je l'ai dit dans mes vidéos que je faisais sur YouTube. J'en parlais. Même sur ma vidéo que j'ai fait sur les
semi-conducteurs, j'en parlais. Si on prend l'exemple des pays asiatiques, par exemple, ils n'ont aucune ressource naturelle. Ils n'ont ni pétrole, ni rien. Comme je dis, Corée, Japon, tout ça. Ces pays-là, il n'y a rien. Il n'y a que des tremblements de terre, il n'y a que des volcans. Mais pourquoi ces pays ont réussi à se hisser à un tel niveau? C'est parce que c'est le capital humain. Ils ont investi sur la formation, sur les personnes. Si tu as un bon capital humain, même si tu n'as pas de ressources, tu te développes. Parce que la première des ressources, c'est la matière grise. Donc, voilà. Avant de revenir à Salou, permettez-moi juste de vous donner la question de Abdallah. Donc, il a dit que l'or noir est-il donc apparemment une malédiction à la démocratie ou au développement? Si vous pouvez répondre rapidement. Ensuite, moi-même, j'ai beaucoup de questions que j'ai même pas pu poser. Donc, si on peut répondre ça rapidement, après je vais passer à mes questions. D'accord. Maintenant, c'est comme tout à l'heure, ce que je disais. Cette question-là, c'est comme si on disait, le couteau n'est pas bon chez la famille sénégalaise. Si on dit ça, le jour de la tabaski, on aura du problème. Donc, on peut pas dire, oui, l'or noir, c'est une malédiction pour le développement. Ça dépend de comment on l'utilise. Exactement. Ça dépend de quelle démocratie on parle. Maintenant, si c'est notre démocratie-là, une démocratie superficielle, parce que quand on dit Demos Kratos, le pouvoir au peuple, on sait qu'ici, le peuple n'a pas le pouvoir. C'est une élite qui a le pouvoir. Maintenant, comment on va faire pour que le peuple ait le pouvoir? Nous, par exemple, si on était dans la démocratie qu'on revendique, nous, récemment pour la vérité, je peux dire que dans cette démocratie-là, l'or noir ne va pas être une malédiction. Pourquoi je dis ça? Actuellement, ici, on sait qu'on peut ni destituer le président de la République, ni destituer le président de l'Assemblée nationale, ni même faire voter des lois ici au Sénégal sans pouvoir passer au président de la République à travers un décret ou au pouvoir législatif. Mais nous, récemment pour la vérité, nous, on prend la démocratie participative. Je vais prendre un exemple comme ça. On se dit que notre langue officielle, ça ne va plus être le français, ça va être le wolof. Dans une démocratie participative, si le peuple veut faire ça, on va régler des quotas. S'il a par exemple un nombre tant de signatures, de pétitions, de je sais pas quoi, pour faire valoir cette idée-là, si le peuple veut faire ça, on n'aura pas à attendre des députés ou le président qui va faire ça. C'est le peuple qui va faire voter cette loi-là à travers des mécanismes autres que de passer à travers les députés ou le président. Maintenant, dans cette démocratie-là, si le peuple voit que ces élites ne gouvernent pas de la bonne manière les ressources, ils vont les destituer à travers des mécanismes de destitution. En tout cas, dans d'autres démocraties, il peut y avoir des malédictions. Et on l'a vu, par exemple, dans le cas vénézuélien, il y a eu une malédiction. Mais nous, en tout cas, pour le récemment pour la vérité, dans la démocratie que nous prenons, nous avons l'espoir qu'il n'y aurait pas de malédiction d'Ornat. Et nous-mêmes, nous ne croyons pas au pétrole. Nous, on croit plus, il y a d'autres types d'énergie qu'on peut activer à travers la connaissance. Mais nous n'allons pas entrer dans cette ère-là. D'accord. Est-ce qu'on peut passer à mes séries de questions ou bien ça, tu veux intervenir par rapport au développement de ton micro? Non, c'est bon, je dis que c'était bon. D'accord. Donc, moi, j'ai quelques questions. Après, peut-être qu'on va finir sur ça ou on va continuer, ça dépend de vous. Déjà, je voulais parler du mythe du pétrole, mais on vient d'en parler tout de suite parce que c'est pas la peine de rebondir sur cela. Maintenant, par rapport aux sanctions. Si on lève toutes les sanctions américaines demain matin, est-ce que l'économie vénézuélienne redémarre vraiment ou est-ce que les structures de production sont tellement détruites que le mal est irréversible? Salut, tu peux commencer. Hein. Bon, si on lève les embargos ont commencé à être levés. Donc, dès qu'ils ont voté la loi pour commencer à atténuer la loi sur de Chavez, on a vu qu'il y a certains embargos qui ont commencé à être levés. Les embargos qui ont été levés, donc si on lève ça demain, déjà il faut connaître l'état du matériel de transformation pour pouvoir savoir si réellement les choses allaient changer. Mais si les embargos se lèvent, mais il y a une grosse pression qui va se diminuer. Donc après, est-ce que les politiques qui sont mises en place sont destinées aux populations ou à servir l'État des États-Unis? C'est ça la question. Demain, quelles sont les politiques qui vont être mises en place? Est-ce qu'on va continuer dans la doctrine Chavez? Non. Est-ce qu'on va continuer dans une autre forme et en éliminant la doctrine Chavez aussi? Non. Parce qu'on parle de la remplaçante de Maduro comme étant pro-États-Unis. Si tu l'écoutes, tu sais qu'en fait, elle est là pour servir les intérêts des États-Unis. Mais dans son jeu, elle fait croire qu'elle est l'héritière de Hugo Chavez pour que la masse et les populations qui travaillent dur, la main d'œuvre, les petites mains, puissent la rejoindre. C'est à ce jeu-là qu'elle joue. Parce que quand elle sort, elle a un discours en guerre, mais pour la guerre, elle est en train de négocier avec les multinationales. Quand elle demande à ce que le Parlement atténue la loi de Chavez, mais là, elle est en train de voler l'héritage de Hugo Chavez. Donc, ce que je disais au début de l'intervention, c'est que on va vers un État qui peut-être va commencer à mieux fonctionner, mais derrière, on verra que les Américains vont récupérer beaucoup de choses. Ils peuvent aller vers les Anglais et les Européens. Maintenant, le problème est, est-ce que et son administration vont veiller à ce que l'argent ne soit pas détourné? On verra ce que ça va donner. Parce que si l'argent n'est pas détourné et que les sanctions sont levées, le Venezuela pourra mieux respirer. Parce que ce que je disais à toi seulement la dernière fois, c'est que les embargos ont pour but d'actifier une économie. Et là, l'économie, ils ont eu 20 ans d'embargo qui a eu à actifier largement leur économie. Ok. Vous m'entendez bien?
Oui. Oui, parce que j'ai débranché le micro pour pouvoir brancher le téléphone. Donc c'est bon. Si vous m'entendez, c'est bon. D'accord. Papa Suleiman, tu veux intervenir sur la question par rapport aux embargos? Peut-être que tu peux avoir un avis différent de Salut. Bon, globalement, je vais partir dans la même logique. Je dirais tout simplement que non, retirer toutes les sanctions demain matin aiderait, mais ça ne va pas redémarrer automatiquement l'économie vénézuélienne. Ok. Ça va enlever un frein externe, mais ça ne va pas à lui seul un moteur interne déjà abîmé. D'accord. Sur le chat, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. La deuxième question, c'est maintenant c'est la légitimité contre la force. Hein. Nicolas Maduro est toujours là en 2026. Est-ce parce qu'il est soutenu par son peuple contre l'impérialisme ou parce qu'il a transformé l'armée en une véritable entreprise commerciale qui n'a aucun intérêt à ce que le régime change? C'est-à-dire là, peut-être on va parler de corruption. Donc je dis, là, la question par exemple, c'est, je vais faire un parallèle entre la légitimité contre la force. C'est-à-dire, admettons par exemple là, si que Nicolas Maduro soit toujours là en 2026 par exemple, si par miracle on devrait, mais en tout cas, ou bien s'il y a un prolongement de son régime ou de son idéologie, est-ce que c'est parce qu'il est soutenu par son peuple contre l'impérialisme américain ou parce qu'il a transformé l'armée en une véritable entreprise qui n'a aucun intérêt à ce que le régime change? C'est-à-dire que même si Maduro n'est pas là, est-ce que par exemple son influence peut continuer? Et si c'est le cas, est-ce que cela est dû au fait qu'il a le soutien du peuple ou bien est-ce que c'est dû au fait qu'il a bien grassé l'armée, comme on dit, pour avoir le soutien, quoi? Bon, moi, à mon avis, c'est que l'armée va plier le genou, parce que le problème, moi, c'est même pas question de la doctrine Maduro ou bien l'élite chaviste. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'élite chaviste au Venezuela. Ce sont des gens c'est une élite qui est apparue après, avec l'émergence de Hugo Chavez, surtout avec Maduro. Mais le problème, moi, ils ont en face d'eux une superpuissance, qui fait que, s'ils ne font pas ce que la superpuissance veut, ils sont tout simplement éliminés. Éliminés, il y a beaucoup de façons d'éliminer, c'est pas seulement tuer, pas seulement bien tout ça, mais ils peuvent être remplacés facilement. Donc, quel que soit Alpha, les choses vont aller dans le sens des Américains et de leurs intérêts. Ok. Pape Suleiman? Je n'ai pas d'avis sur cette question. D'accord. Maintenant, quid de l'opposition vénézuélienne? On sait que l'opposition a souvent été divisée et parfois déconnectée des réalités même des quartiers populaires. Donc, est-ce qu'elle n'est pas elle aussi responsable peut-être de l'impasse actuelle par son manque je sais pas, de stratégie, de vision? Là, on parle de l'opposition au Venezuela. Salut, t'es là? Oui. Non, je disais, et quid maintenant de l'opposition? Par exemple, on sait que l'opposition vénézuélienne a souvent été divisée et parfois déconnectée des réalités des quartiers populaires. Maintenant, est-ce qu'elle n'est pas elle aussi responsable de l'impasse actuelle parce que voilà, peut-être il manque de stratégie ou de vision? Bon, il n'y a pas de passe, hein. Il n'y a pas de passe. Il y a un État. En fait, le problème du Venezuela, c'est même pas un problème d'opposition. L'opposition, actuellement, elle est complètement dépassée par ce qui se passe parce que la présidente intérim, elle a réussi à mettre Trump de son côté. Les Européens voulaient mettre la prime de la paix. Finalement, Trump a dit qu'elle n'a pas de personnalité pour pouvoir s'y imposer. Donc, c'est la guerre. Donc, le problème, moi, pourquoi activer une opposition quand le pouvoir en place gère ses intérêts? C'est ça la question qu'on va se poser. Et quel est l'intérêt d'activer une opposition quand le pouvoir en place est prêt à tout te donner? Okay. Il n'y a pas d'intérêt à activer une opposition qui est déjà obsolète et qui est en déphasage avec la réalité sur le terrain. Et l'opposition là, ça, est-ce qu'au fond, c'était pas des entités étrangères qui étaient en train de les financer? Maintenant que ces entités étrangères ont quelqu'un qui est prêt à collaborer, est-ce que ça sert? Est-ce qu'il faut continuer à travailler avec eux? C'est la question à se poser. Hein. Papa Suleiman, pour cette question, tu n'as pas d'avis? Oui, moi je dirais clairement oui. Parce qu'une division de l'opposition est un facteur majeur. Ce n'est pas la première, bien sûr, mais c'est un facteur aggravant et je dirais permissif. D'abord, quand il y a une incapacité à transformer l'ODG populaire en alternative réduite une large partie de la population, jeter le pouvoir en place, mais l'opposition n'a jamais réussi durablement à incarner un leadership unique, ligne stratégique très claire, un projet de transition rassurant. Donc le résultat, il y avait bel et bien une colère, mais sans débouché politique, on va actuellement au Sénégal. Ok, c'est tout pour ton développement. D'accord. Maintenant, on va parler de l'axe Moscou-Pékin. Moi, ça m'intéresse beaucoup, hein. Je sais pas vous. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut poser la question suivante? Est-ce que le Venezuela est devenu un simple pion sur l'échiquier de la nouvelle guerre froide? Parce qu'il y a une nouvelle guerre froide, hein, malheureusement. Et que gagne réellement aujourd'hui la Russie et la Chine à soutenir Caracas? Quels sont leurs intérêts, je veux dire, manifestes? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Là, on sait que, par exemple, vu les positions de la Russie et de la Chine, donc, je veux savoir si le Venezuela est un simple pion sur l'échiquier de la nouvelle guerre froide qui oppose bien sûr les États-Unis d'un côté et d'un autre côté le tandem russo-chinois ou chino-russe. Je dirais que le Venezuela a toujours été un pion. Okay. Avec du pétrole. Certains pays n'ont pas de pétrole, géopolitiquement ils sont bien positionnés. Et que tout ça là peut être résumé par un proverbe du continent africain qui dit que quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui meurent. Donc c'est une bataille d'éléphants et qu'actuellement les petites fourmis et tout ça là font qu'elles vont tous mourir. Donc le Venezuela était un pion qui passait entre des mains, soit de la doctrine Maduro, qui appartient selon la vision américaine aux Américains et un allié sur qui on peut profiter et exploiter et aider pour acheter du pétrole moyennant des armes, de la technologie et tout ça là. Mais au fond, ce sont des entités qui se battent. Mon problème avec le Papa Suleiman, par exemple, quand on parle d'embargo, comme pour la Russie,
L'embargo avec le Venezuela a destitué le Venezuela parce que son économie était basée à 90% ou plus sur la rente pétrolière. Mais dans certains cas, les embargos ne servent pas à grand-chose parce que dans une puissance, il y a ses sources. Et il a une capacité de résilience. Par exemple, pour la Russie c'est un vendeur de pétrole, mais aussi c'est un très grand vendeur de gaz. D'ailleurs, ils vendent aussi beaucoup d'armes. Donc, ils ont déjà une capacité de diversification. Nous sommes les embargos, ça servira à rien et tout. Et que même s'ils ont par exemple des problèmes, parce que la Russie en 2014, c'était pas de grands producteurs de trucs agricoles, mais à partir de 2014, ils sont devenus très forts en agro-industrie. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui ont pu se développer. C'est un jeu du chat et de la souris. Je prends ton pion, tu prends mon pion. Donc, actuellement, les Américains avec les Européens, ils sont en train d'essayer de donner des coups très durs aux BRICS pour complètement les annuler. Et ça, comme le professeur Charles Madial le dit, l'histoire bégayée. C'est la marche du monde qui est comme ça. Les puissances se sont toujours opposées à des peuples. Rome considérait tout ce qui n'était pas romain comme des sauvages. Et que c'est des siècles durant lesquels ils se sont battus, qui ont fait que Rome est tombé, et que après Constantinople est tombé. C'était la version asiatique, l'autre version c'était la version orientale de Rome, mais qui sont plus tombés. Parce que les peuples, en général, se battent toujours, il y a toujours des forces qui s'opposent. Actuellement, on est dans un monde bipolaire, ou potentiellement unipolaire, mais où des forces se battent, et les forces essaient de suivre. Maintenant, il y a une volonté d'écraser toute forme de résistance afin pour permettre aux États-Unis de quitter le stade de superpuissance à mégapuissance. Donc, c'est la marche du monde, l'histoire bégaye. Après, à un moment donné, les cycles vont s'inverser, parce que les Américains, ils jouent le survie, parce qu'ils sont gravement menacés avec la fin du dollar à échange. C'est ce que, en fait, les BRICS veulent, que le dollar ne soit plus la monnaie. Et s'ils font ça, les Américains vont tomber. Et ils feront tout pour écraser tout le monde, mettre tout le monde dans les rangs pour éviter cela. D'accord. Papa Suleiman, rapidement. Après, je vais terminer avec la dernière question. J'ai beaucoup d'autres questions, mais là, on a fait, je pense, 2 heures de live. Le sujet est tellement passionnant. Il y a beaucoup de choses que j'ai même pas pu aborder, mais bon, voilà, c'est le temps qui est comme ça, quoi. Donc, Papa Suleiman, ton avis sur cette question? Maintenant, de manière très succincte, on va dire qu'il y a 3 objectifs que la Chine a envers Venezuela. D'abord, assurer que ses prêts soient remboursés en pétrole ou autres moyens, et enfin, renforcer une image de partenaire entre pays sud face à l'Occident. Mais il y a bel et bien des limites. D'abord, Pékin est très prudent sur l'appui militaire direct. Son soutien reste surtout économique et diplomatique. Et pour terminer avec la Russie veut projeter son influence dans l'hémisphère ouest, là où l'Amérique latine était historiquement dominée par les États-Unis. Donc, pour avoir une influence là-bas, c'est quelque chose. Ensuite, accroître ses relais géopolitiques dans un monde actuellement multipolaire. Enfin, la Russie veut profiter d'accords énergétiques, militaires, commerciaux. Mais aussi, j'ai entendu dire même que, après la capture de Maduro, certains rapports indiquaient que la Russie était au courant de l'opération américaine, mais n'a pas averti la Chine. Ce qui montre encore une fois des limites dans la coordination. Ok, d'accord. Bon, maintenant, pour la dernière question, c'est même pas une question, je veux juste savoir, par exemple, quelles leçons tirer de tout ça en tant que Sénégalais, en tant que pays qui s'est nouvellement découvert, les réserves de pétrole. Bon, je pense que j'avais même posé cette question-là tout à l'heure, mais bon, de façon plus ramassée, quoi. Pour terminer avec tout ce qui a été dit ici, quel enseignement peut-on en tirer pour ne pas commettre les mêmes erreurs, que le Venezuela? Je pense que, déjà, les contextes politiques ne sont pas les mêmes. Nous, on n'est pas assujettis à la doctrine Monroe. Nous, on est assujettis au dictat européen. Le dictat européen est assujetti au dictat américain. Et que le seul piège qu'on doit éviter, c'est d'utiliser, d'être victime de la malédiction de l'or noir. Malheureusement, nos contrats sont tellement mal signés qu'on ne peut même pas avoir cette malédiction. Parce que les contrats sont tellement mal faits et ils sont verrouillés. Parce que c'est ce que je disais au départ. Je disais que les contrats, on ne peut pas les casser. Mais si on les casse, ce sera très difficile. La seule chose qu'on peut faire, c'est nationaliser. Malheureusement, le Premier ministre a dit que nationaliser ne fait pas partie de ses affaires. Donc, c'est la seule solution. Malheureusement, ça ne peut pas être fait. Donc, parce qu'il n'y a pas de volonté politique de le faire. Ce qu'on doit essayer de faire, c'est de se diversifier. En dehors du pétrole, moi, je pense que le pétrole, c'est pas, comme Papa Suleiman le disait quand il dit dans notre parti de Rassemblement pour la Vérité, auquel j'appartiens. Moi, je fais partie de ceux qui disent que le pétrole, c'est plus une ressource aussi stratégique qu'avant. C'est pas une ressource aussi génératrice de revenus. Il faut travailler déjà, si on va aller dans l'énergie. Parce que la souveraineté, ce sont des principes et des bases qu'on met claires. La souveraineté, en fait, c'est ce qu'on appelle l'indépendance. La souveraineté te permet de produire tout ce dont tu as besoin. Tant que tu n'es pas capable de produire ce dont tu as besoin, tout type de forme, c'est-à-dire sous la contrainte, dans un embargo ou pas, mais tu n'es pas souverain. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'États qui sont souverains parce que les États sont la plupart interdépendants ou dépendants. Il y a une question qui revient souvent, c'est les gens qui demandent, est-ce qu'on peut être souverain totalement? Les Américains sont en train de montrer que la souveraineté est totale quand tu maîtrises tout, du début jusqu'à la fin.
Si on prend par exemple les semi-conducteurs, mais ils maîtrisent actuellement toute la chaîne. Suleiman n'était pas du même avis lors du dernier live. Suleiman n'était pas du dernier avis. Oui, effectivement, la souveraineté, pour atteindre ça, vous disiez qu'un pays ne peut pas être totalement souverain. Effectivement, un pays ne peut pas être totalement souverain parce qu'il dépend toujours d'autres pays. Mais c'est pas ce pays n'a plus du tout ce dont il a besoin. Mais il est totalement souverain. Et quand c'est à ce stade-là qu'on est au top de méga puissance ou bien d'hyperpuissance. On ne devient plus une superpuissance. Et la Chine est presque atteint ce stade-là. Et les Américains l'ont compris. C'est à cause de ça qu'actuellement, ils sont en train non seulement de casser les proxys et les États alliés de la Chine pour pouvoir l'affaiblir, mais aussi d'utiliser le même modèle économique. C'est-à-dire que toutes les chaînes de valeur, on doit être du début jusqu'à la fin pour pouvoir être totalement souverain. Parce que là où on va après, on va dans une nouvelle ère. Là, on parle de conquête spatiale maintenant. Enfin, on parle de sortir, même s'il y a beaucoup de choses qui font que cette conquête-là sera très compliquée. Là, par exemple, on a vu que là, c'est cette semaine-là que les Chinois ont commencé maintenant, ils ont trouvé la méthodologie pour pouvoir extraire de l'eau à partir du sable lunaire. Donc, une tonne, je pense que si je me trompe pas, c'est une tonne de sable lunaire qui donne 50 litres d'eau, 30 à 50 litres d'eau. Parce qu'ils savent maintenant comment faire pour extraire directement l'eau du sable lunaire. Donc là où on va, c'est beaucoup plus poussé que ça. On va aussi dans un monde où il y a l'intelligence artificielle, mais aussi la robotique et les androïdes. Donc, peut-être qu'on fera l'objet Oui, ça, on en avait déjà parlé il y a longtemps. Donc, c'est de ce fait, ce mix-là, si tu n'arrives pas à comprendre là où on va et ce dont tu as besoin et quelles sont tes forces. Parce que le Sénégal, par exemple, le pétrole, c'est bien, c'est beau, mais on a plus que ça. Nous, on a presque beaucoup de richesses. Nous, on a une minerai extrêmement riche. Et la première force d'un État qui dépasse le pétrole, c'est sa population. Et on a une population fortement jeune que si on trouve les moyens, pas ce qu'il est en train de faire actuellement, parce que ce qu'il est en train de faire actuellement là, c'est de l'archaïsme, mais si on trouve les moyens suffisants et comment on fait utiliser cette main-d'œuvre là, mais on peut faire des choses extraordinaires. Mais pour ça, il faut déjà que les autorités, ou bien ceux qui dirigent, puissent comprendre que là où on va, on a besoin déjà d'une population forte, on a besoin de l'exploitation des ressources. Il y a certaines ressources où on ne peut pas y mettre la main, parce que c'est trop compliqué, mais il faut qu'on trouve des mécanismes pour que nous, on crée nos propres sociétés étatiques pour aller vers ces minéraux. L'or, c'est beaucoup plus important que le pétrole actuellement. Pourtant, Moussa, tu n'as rien dit. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà vu une femme te dire que la chaîne que je porte, c'est l'or du Sénégal? Est-ce que tu as déjà vu une Sénégalaise te dire que le bijou que je porte, c'est avec l'or du Sénégal que ça a été fait? Où passe l'or? L'or, il va à Dubaï, il est transformé, il est ensuite pour être renvoyé. Donc, il y a toute la chaîne de production, d'exploitation du début jusqu'à la fin, mais normalement, on devait, au lieu d'aller chercher une mine d'or qui est remettée ouverte par les Australiens, je ne sais pas quoi, parce que ça, c'est pas de la souveraineté. L'État a la capacité d'aller emprunter des fonds, d'aller chercher l'expertise et de commencer à exploiter. Quand tu commences à exploiter, mais tu mets en place un contrat national d'or. Quand tu mets un contrat national d'or, tu imposes à tous tes clients, aux commerçants sénégalais de acheter au niveau du contrat national et d'importer des produits. Et ça te permet de relancer la main-d'œuvre et derrière, tu mets en place des politiques pour permettre à ce que ces artisans, ces forgerons, de travailler au même niveau que les autres artisans et forgerons à travers un équipement. Mais ça, c'est pas diable, ça. C'est pas Surtout qu'on sait qu'à chaque grande crise financière mondiale, le retour vers l'or se fait de manière automatique. Donc, tous ces États-là sont en train de renforcer leur stock d'or parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ça fait des années qu'ils sont en train de le faire. Il y a quelque chose qui se prépare. Donc, pour conclure, on ne doit pas passer à la malédiction de l'or noir. On n'a pas nos contrats sont tellement mal faits, mais on doit plutôt être intelligent et voir comment exploiter toutes nos ressources pour que ça nous serve. Et c'est dans ce sens-là que nous, Ensemble pour la vérité, on travaille pour un programme qui colle avec nos aspirations et nos réalités et qui fait on dit que nous, on dit que demain, si le pays est en train de qu'on arrive à travailler dans un cadre normal, mais on peut mettre des politiques où les Sénégalais pourront voir d'ici pas. Donc, d'ici là, on continue à animer les débats avec toi ou bien dans le cadre de pour pouvoir proposer, discuter sur des problèmes et des thématiques. Et ce que tu fais là, c'est très bien parce que dans l'écosystème actuellement, c'est n'importe quoi. Si tu faisais un tour actuellement dans beaucoup de live TikTok, c'est n'importe quoi. C'est de la perversion et du top cas. Et ça, c'est ce que je disais à un ami hier, c'est un de mes promotionnaires, donc je lui disais que maintenant je me suis lancé dans les live TikTok et je fais on prend des thèmes précis et que j'ai des intervenants qui viennent, etc. Après, je lui disais que je sais que tu n'es pas très réseaux sociaux, mais il faudrait qu'on sache que la nature a horreur du vide. C'est-à-dire que si on laisse l'espace public être occupé par des idiots, des gens vraiment sans morale, sans truc, c'est eux qui vont occuper les réseaux, c'est eux qui vont, malheureusement, c'est comme ça. Donc, si des gens comme nous, parce que moi, à la base, beaucoup de gens pensent que je suis journaliste, je suis pas journaliste, je suis juste entrepreneur. On se connaît. C'est juste que j'aime parler de ces sujets, voilà quoi. Donc, c'est pourquoi, il est important quand même qu'on fasse des panels comme ça, qu'on parle de certains sujets, on sait jamais, peut-être qu'un jeune qui est intéressé par des top cas, etc., peut entrer dans notre live par hasard et se dit, tiens, mais ces sujets-là, c'est intéressant. Donc, voilà, c'est ça l'importance de faire ce genre d'échange, quoi. Donc, voilà. Bon, salut, je sais que tu es très, très occupé. Je sais, Abdallah, je sais que tu es très occupé, je sais que tu as des choses à faire. Donc,
Donc, je vais pas abuser de ton temps. Je te laisse partir. Je reste avec. De toute façon, on a presque terminé le live. Je reste avec Pape Souleymane pour conclure. Toi, je te laisse partir parce que je sais que bon. D'accord, ça a été un plaisir de participer au live. On se voit la semaine prochaine pour notre show. Voilà. Merci beaucoup. On te laisse partir. Allez. Pape Souleymane, je vais terminer avec toi. Donc, voilà, tu peux répondre à la question pour le Sénégal. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si toi, tu étais membre du gouvernement, au vu et au su de tout ce qui a été dit ici, voilà, quelle serait ta position ou quelle serait ta stratégie? Je pense que l'erreur fatale et centrale du Venezuela, c'est de trop miser sur le pétrole. Donc la première leçon, c'est nous de ne pas miser sur le pétrole. Je vais prendre l'exemple de la Chine. La Chine, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le secteur de l'automobile? Ils ont su que les Européens et les Américains avaient une distance de milliards d'années sur le savoir-faire, la technologie. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se concurrencer avec les Renault, les Ford, les Volkswagen. Ils savaient ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont misé sur les voitures électriques. Parce que là-bas, ils pouvaient commencer à faire une course. Mais ils ne pouvaient pas faire une course sur le terrain des automobiles. Ils ne pouvaient pas plutôt concurrencer les Ford, les Volkswagen. Mais ils ont misé ce qu'ils avaient sur les voitures électriques. Parce que là-bas, la compétition allait être beaucoup plus fair play, je peux dire. Donc, on doit miser sur les autres types d'énergie. On parle de souveraineté énergétique, mais là, si on a ni les technologies, ni savoir-faire, alors que nous savons dans quelques années, le pétrole va encore baisser, donc on doit miser sur ça. Par exemple, actuellement, moi j'habite à Kermassar. J'essaie actuellement de réfléchir sur comment transformer Mobus. Dans le projet, je l'ai même appelé Mobus 2.0. Comment faire pour installer une centrale de gazéification par torche à plasma. Ça va permettre de transformer les déchets de Dakar en électricité, mais en hydrogène. C'est pas pour te couper, mais j'ai fait, je pense l'année dernière, j'ai fait une petite vidéo. Je donnais l'exemple suédoise du comment ils utilisent les déchets. C'est-à-dire que la Suède va même jusqu'à acheter les déchets des pays voisins. Elle le prend et elle le transforme en énergie. Et vous imaginez la dinguerie, c'est-à-dire qu'elle va acheter les poubelles des pays voisins, la Norvège, Danemark, Finlande, etc., pour le transformer en une industrie énergétique. Ça, c'est ingénieur. C'est pour ceux que ça intéresse, si vous allez sur mon Instagram de Digital Socrates, vous verrez, il y a une vidéo que j'ai épinglée où je parle de transformation des déchets et tout. C'est aussi sur mon profil TikTok, mais en bas, il faudra peut-être descendre en bas pour le voir, quoi. Donc, c'était juste une petite... Voilà, je vais regarder, mais c'était juste ça. L'idée, c'est de comment convertir 500 000 tonnes de déchets en électricité. Et c'est possible. Au lieu de miser sur le pétrole. Non, c'est ce que je disais il y a quelques jours à mes amis. Comment la Sénélec a pu passer tous ces temps, il n'a même pas essayé d'investir sur d'autres alternatives énergétiques. Donc, toi, tu sais que plus de 70% de ton énergie, tu n'as pas de maîtrise sur ça. Et c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Parce que ce sont des secteurs, tu sais, il y a des secteurs comme l'énergie, comme l'alimentaire, comme la communication, comme l'armée, la santé. Ce ne sont pas des secteurs que tu peux déléguer à une nation étrangère. Ça c'est dangereux, quoi. Non, c'est dangereux. Très dangereux. J'avais suivi un documentaire, mais les gars, ils ont voulu prendre en otage l'Arabie Saoudite. C'était dans un film, mais dans le film, parce que parfois, moi, je te salue. Moi, j'ai tiré beaucoup de leçons géopolitiques dans les films, mais ils ont attaqué les réserves en eau. On sait tous que l'Arabie Saoudite a le Zamzam. Ils ont attaqué les Zamzam saoudiens. Mais ça a déstabilisé tous les pays. Maintenant, ici au Sénégal, comment tu peux donner la gestion de ton eau à une étrangère? Nous, on est tellement, je dirais, j'ai même pas de mots pour qualifier ça. C'est comme si ton pays ne t'appartenait pas parce que tous les secteurs clés stratégiques, tu n'as pas la main dessus. Ça, c'est dantesque, quoi. Et c'est grave. Si on reste dans le cadre de l'énergie, mais l'énergie, moi, ce que j'appelle, ce sont les secteurs transversaux. C'est comme actuellement l'IA, l'intelligence artificielle. Ça ne reste pas sur un seul domaine, sur un seul secteur. Si l'énergie est chère, les industries, tout ce qui a été fabriqué dans ce pays-là va être cher. Structurellement, tu ne seras pas compétitif. La leçon générale qu'on doit tirer, par exemple, il y a la théorie de l'abondance. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais je te le conseille vivement. Si tu vas sur Google, écris la théorie de l'abondance. Tu en avais parlé la dernière fois, mais je pense que je vais le lire. Exactement. Récemment, pour la vérité, nous prenons la vision islamique des ressources naturelles. Le Coran, comme Cheikh Ahmad Diagne le rappelle, c'est un livre vert. C'est le Seigneur qui nous a dit en premier de protéger la nature, de prendre soin de la nature et de prendre la nature comme un levier, transformer notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Donc, on doit sortir des erreurs dans lesquelles on nous a mis pour regarder ailleurs, s'inspirer ailleurs. Il y en a d'autres. C'est pas seulement les États-Unis qui sont là. Par exemple, quand je parle de torche à plasma, la première fois que je l'ai vu, bon, même si ça a débuté avec la Chine, mais la première fois que je l'ai vu, c'était Corée du Sud. Mais Corée du Sud, nous tous nous savons qu'en 1960, si on ne partageait pas le même PIB par tête, nous avons un PIB par tête beaucoup plus élevé que ces pays-là. Comment ils ont fait? Les Singapour et autres là, ils ont sorti des idées mainstream, ils ont pensé au développement par et pour eux-mêmes. Je pense que ça, je l'avais dit, le principe gouverne, même ici on peut l'appliquer, comme on l'avait appliqué l'autre fois sur le soft power, on va l'appliquer, c'est le même principe. Les solutions à tes problèmes, ça ne va jamais et jamais venir de l'extérieur. C'est tout le temps plein d'encourage. Peut-être je ne l'apprends pas, on peut transformer l'arachide, on appelle ça coque d'arachide ou je ne sais pas quoi. La coque d'arachide, je pense, elle peut être transformée en énergie, je pense. En énergie, en emballage, en beaucoup de choses d'autres. Mais qu'est-ce qui nous empêche, par exemple, le Sénégal, au lieu de laisser pourrir toutes les coques d'arachide là au Saloum, mais de créer des industries
là-bas et de dire aux jeunes de Dakar, allez là-bas. Il y a des centaines de milliers d'hectares, je vais ouvrir ça. Le mètre carré, je vais le diminuer. Mais Kaolack, qui représente une zone à équidistance avec 4 régions, va devenir un pôle très grand. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Donc, on parlait tout à l'heure de manque de vision. Nous aussi, on est en train de suivre les mêmes mécanismes. On ne tire aucune leçon des histoires des autres pays. Je suis parfaitement d'accord. Très intéressant, très important. Là, je pense qu'on a fait, on a fait 3 heures de live, hein. C'est-à-dire que ce sont des sujets tellement passionnants que tu peux en parler pendant 10 heures de temps et qu'il y aura toujours quelque chose à développer. En tout cas, bon, Papa Souleymane, je vais vraiment pas abuser. C'est là, j'ai même abusé, hein. Quand même 3 heures de live, mais bon, c'était intéressant. Et je pense que je vais faire une petite synthèse du live et après tu vas faire, tu vas dire peut-être ton dernier mot et on va clôturer, n'est-ce pas? Parfaitement d'accord. D'accord. Donc, je vais juste faire une petite synthèse du live. Donc là, comme vous le savez, on est arrivé au terme du live parce que voilà, on peut pas aller au-delà. Quand même, on a fait 3 heures de live. Mes invités aussi ont des choses à faire. Donc, je vais pas vraiment abuser. Mais c'est ce qu'on doit juste retenir de ce cas, du cas du Venezuela. Donc, si aujourd'hui, par exemple, on est le 1er février, hein, on a commencé le live le 31 janvier. C'était avant minuit. Donc, on peut dire juste que la situation au Venezuela, ce n'est pas l'échec d'un homme. Ce n'est pas l'échec d'un parti. C'est la preuve de juste 3 choses. Donc, c'est que la richesse, comme le disait tout à l'heure Papa Souleymane, la richesse naturelle, sans une stratégie industrielle, c'est comme un château de sable. Deuxième axe de réflexion, c'est que la souveraineté, elle ne se crée pas. Elle se construit par une indépendance économique. Encore une fois, Papa Souleymane en a parlé. 3, c'est que sur l'échiquier mondial, les pays qui ne s'entendent pas à l'intérieur deviennent le terrain de jeu des puissances à l'extérieur. Donc, tout ça, on a développé pour ceux qui viennent de prendre le live en cours de route. Maintenant, l'Afrique dans tout ça, quelle valeur ajoutée on peut en tirer? Donc, pourquoi on parle de ces sujets-là ici au Sénégal? Parce que ceux qui ne comprennent pas vont dire ça ne nous concerne pas. Pourquoi vous parlez pas des problèmes du Sénégal? Vous allez parler du Venezuela, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Le monde maintenant, c'est un village, interplanétaire. C'est un village, voilà, où c'est la mondialisation en fait. Ce qui se passe ailleurs aura forcément des répercussions ici. D'autant plus que, comme on dit, l'Afrique ne crée pas, l'Afrique n'invente pas, l'Afrique n'a pas d'industrie, n'a pas de, voilà. Donc, tout ce qui se passe là-bas, forcément aura des conséquences ici, n'est-ce pas? Donc, pourquoi on parle de ces sujets-là sur ma chaîne? Et je rappelle que ces lives-là, je les mettrai sur ma chaîne YouTube. Donc, peut-être avec quelques jours de retard, parce qu'il va falloir que je monte tout ça, etc. Le live de la dernière fois, c'est disponible sur YouTube. Abdallah, voilà, si tu es intéressé, tu peux voir ça sur ma chaîne YouTube. Donc là-bas, peut-être je vais prendre le live, je vais le monter, je vais enlever peut-être des séquences qui, je juge, qui ne sont pas très importantes. Voilà. Donc, et je compte sur toi, Abdallah, Thierry, il y a beaucoup qui sont intervenus. Malagui. Donc, apparemment, vous êtes très intéressés par ces sujets parce que vous êtes là, Inch'Allah, jusqu'à... D'accord, il y a Abdallah même qui me donne un sujet de live. Bon, d'accord, je vais prendre note et on va voir, Inch'Allah. De toute façon, le rendez-vous est pris chaque samedi. Si je tombe pas malade ou si je meurs pas entre temps, on va faire des lives. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, je compte sur vous, les gars. Soyez des relais parce que vous êtes apparemment très intéressés. Parce que là, il est bientôt 2 heures du matin. Vous êtes là, vous suivez le live, vous êtes très actifs. Cela prouve, cela témoigne encore une fois de l'intérêt que vous avez en tant que jeune pour ce sujet-là. Donc, je compte sur vous déjà pour vous abonner sur le compte. Mais je compte sur vous aussi pour, Inch'Allah, partager, diffuser. On en est au début de l'aventure, mais j'ai espoir que, avec cette jeunesse consciente-là, que d'ici 2, 3, 4 mois, d'ici 1 an, ce live-là sera regardé partout au Sénégal, peut-être même partout en Afrique. C'est mon intime conviction. Parce que je sais que voilà, il y a beaucoup de jeunes patriotes ici, des Africains. Comme j'ai dit, la nouvelle génération est complètement décomplexée, hein. Donc, voilà. Elle est de plus en plus intéressée par ce genre de sujet. Donc, comme j'ai dit, hein, la nature a horreur du vide. Si on laisse les autres, les topokatuka, les TikTok, les réseaux sociaux à dire des bêtises à longueur de journée, si nous, cette génération consciente, c'est nous, cette génération instruite, c'est nous, cette génération qui comprend les enjeux, qui les saisit, qui ne faisons pas quelque chose, qui restons dans notre coin en disant bon, c'est pas mon problème, ou bien non, moi, tu sais, les réseaux sociaux, je veux pas m'exposer. Après, tu vas laisser les autres, ils vont occuper le terrain. Tu veux pas que tes enfants grandissent dans cette atmosphère-là. Tu as des enfants, tu as des parents, tu as des sœurs, tu as des tantes, tu as des neveux, tu as des nièces. Tu veux que, voilà, qu'ils comprennent et chacun doit jouer son rôle. Donc, il faut que tout le monde y mette du sien, qu'on fasse plus de panels comme ça, pour que nos petits frères, nos petites sœurs, nos neveux, nos nièces qui vont venir, voilà, qu'ils aient cette conscience-là. Comme je disais tout à l'heure, un pays ne peut pas se développer sans une ressource humaine de qualité. Donc, c'est tout l'intérêt de faire ce genre de truc. Donc, je compte sur vous, les gars, pour vous abonner, pour diffuser, voilà, partager les lives pour que la chaîne soit plus, voilà, soit plus connue. Je vous rappelle aussi que je suis sur YouTube, hein. Ma chaîne YouTube s'appelle Leitmotiv. Donc, j'ai fait des sujets très intéressants. Ma dernière vidéo, à part le live que j'ai posté aujourd'hui, non, hier, ma dernière vidéo, j'ai parlé du FMI. J'ai fait une vidéo qui a fait, en 2 ou 3 jours, ça a fait 3000 vues. Là, actuellement, je suis à 5000 vues. La chaîne YouTube, c'est Leitmotiv. Après, peut-être, si tu regardes même sur ma bio, TikTok, tu le verras, Abdallah. J'ai fait des sujets très intéressants. Là, j'ai fait une vidéo sur les semi-conducteurs, le cas de Taïwan.
j'ai fait une vidéo sur Starlink. J'ai fait plein de vidéos voilà, en Wolof que j'ai sous-titré en français. Mais ces derniers temps, j'ai fait plus de vidéos en français parce que j'ai beaucoup de followers qui ne sont pas sénégalais, qui me disent que, voilà, qui me demandent de faire des vidéos en français. Donc, c'est pourquoi maintenant, presque tous mes contenus sont en français. Donc, je compte sur vous pour, voilà, diffuser les lives et tout. Donc, ça, j'en fais un sacerdoce. C'est-à-dire que moi, voilà, ceux qui me connaissent savent que j'ai des très longues journées de travail. Aujourd'hui, j'ai terminé le travail à 22h, mais je suis là jusqu'à présent et je considère ça aussi comme un travail. Donc, voilà. C'est juste pourquoi on parle de ces sujets-là. Je reviens à mon développement. Le Sénégal est à un tournant décisif de son histoire, de son développement. On a décidé de faire une révolution historique. Il ne faut pas qu'on rate les tournants. Donc, c'est pourquoi on parle de ces sujets. Nous sommes à l'aube de notre propre aventure énergétique. Et le Venezuela, aujourd'hui, peut être notre miroir. Il nous montre ce qui arrive quand on oublie que le pétrole doit servir le peuple et non l'inverse. Donc, nous n'oublions jamais le destin d'une nation se décide dans ses usines et ses écoles, pas seulement dans ses forages. Donc, aujourd'hui, je vais vous laisser juste avec une dernière question et vous allez y réfléchir. Donc, si le Venezuela n'avait pas de pétrole, est-ce que le monde s'en soucierait autant? Est-ce que nous-mêmes, on en ferait une vidéo? Je ne pense pas. Donc, Papa Souleymane, je te laisse dire ton dernier mot. Et tu as été fantastique, machallah. Lors du dernier live aussi, voilà. Tu as vraiment eu des axes de développement très intéressants. Donc, raison pour laquelle c'est pas que je manque d'autres invités, hein. J'ai des invités, j'ai beaucoup de gens avec qui je suis en contact, sur Twitter, voilà. Il y a des gens, qui attendent que je les invite, ça fait des années. Mais si j'ai voulu refaire le live avec vous, c'est parce que voilà, déjà, vous montrez beaucoup d'intérêt, à ces sujets. Bon, salut, c'est normal, on se connaît. Et, non seulement ça, mais, aussi, vous avez été à la hauteur, n'est-ce pas? Et j'ai vu aujourd'hui, machallah, l'équipe qui commence à se grandir, petit à petit. Avec mon nouveau modérateur, Abdallah, peut-être je vais nommer Dier deuxième modérateur, Malagui peut-être troisième modérateur, je sais pas. Je laisse Abdallah gérer ça. En tout cas, rendez-vous est pris chaque samedi. Je laisse Papa Souleymane dire son dernier mot. Il y a la voix qui commence à casser là. Donc Papa Souleymane, je te laisse dire le dernier mot et on va conclure. Le nerf de deuil, quoi, comme on dit. Si ce n'était comment, on peut faire le live jusqu'à 5h du matin. Moi, ça me dérange pas, hein. Mais bon, après, il faut que je laisse les autres et se reposer, quoi. Exactement. Maintenant, pour terminer, je dirais tout simplement, franchement, ce que tu fais n'est pas anodin. Merci. Dans l'histoire des nations, Allah n'a pas agi seulement par les rois, les armées. Il a agi aussi par la parole juste, parce qu'il, comme toi, éclaire les consciences. Il a utilisé des prophètes par la parole et la pédagogie. Il a utilisé les savants pour corriger les dérives, mais il a surtout utilisé les témoins lucides pour réveiller des nations endormies. Et là, il y a ce qui dit que nous ne pas. Et là, je savais même pas que tu étais dans les lives jusqu'à présent, mais bon. Donc, la lumière de Taïnim va samedi prochain. Maintenant, aujourd'hui, créer des espaces de débat sérieux, poser les questions, réviser les slogans, je pense que, à mon humble avis, c'est une forme d'adoration, de responsabilité. Pour moi, ça a la même valeur que le word que tu fais, que cette prière sur le grand que tu fais aussi. Qu'Allah te permette d'être parmi ceux qui l'utilisent pour élever le niveau, de contribuer à la vérité, l'intelligence et contribuer à ton échelle au redressement de notre peuple. Merci. Et Amin pour toutes ces prières. Je formule aussi les mêmes prières à ton égard, car, bon, on s'est jamais vu, moi, je ne sais même pas à quoi tu ressembles, c'est la deuxième fois qu'on fait un live. Je ne t'ai jamais vu et tout, mais bon, déjà, je peux me baser sur le témoignage de Salou. Déjà, le fait que tu sois, bon, on est tous jeunes, hein, peut-être je suis beaucoup plus âgé que toi, mais on reste tous jeunes. Mais déjà, le fait que tu sois jeune et que tu sois autant porté vers tout ce qui est connaissance, vers tous ces sujets-là. Alors que peut-être que, voilà, beaucoup de jeunes de ton âge, peut-être, je vois Elage qui est là, Elage, mon petit frère, mon ami, voilà, qui est jeune aussi, mais la dernière fois, il était là. Aujourd'hui, il est là jusqu'à 7 heures. Déjà, cela montre que, voilà, vous êtes des jeunes, mais vous êtes des jeunes très conscients, très au fait de ce qui se passe dans le monde. Et ça aussi, voilà, vous êtes vraiment à encourager. Et moi, c'est un honneur pour moi de partager ces plateaux avec mes petits frères, n'est-ce pas? Parce que, en tant que parent, j'ai une fille, donc, mais en tant que parent, j'aimerais que, voilà, si aujourd'hui, je sais pas, moi, subitement, je disparais, au moins, voilà, parce qu'on sait que une fois que tu mets ton image ou bien que tu postes une vidéo sur les réseaux sociaux, ça reste à jamais. J'aimerais au moins, si je meurs demain ou aujourd'hui, on dise qu'au moins à ma fille que ton papa, il a fait ceci ou cela de positif, voilà, et ça, voilà, ce serait bien. Mais pas que ton papa, il était là sur les réseaux sociaux à faire des bêtises, à insulter, voilà, ça, surtout pas ça. Donc, encore une fois, c'est un honneur de partager ce live avec toi. C'est un honneur aussi pour Yeni 17 ans, pour vous qui regardez, c'est un honneur parce que ce que vous faites, merci, Papa Souleymane, c'est ça, les répétitions. Ce que vous faites là, pour moi, parce que vous avez votre connexion, c'est à vous, vous avez travaillé, vous avez acheté votre connexion, vous avez votre temps, votre disponibilité, vous pouviez faire autre chose, vous êtes là à m'écouter. Cela a une valeur inestimable pour moi, quoi. Ce que je dis, toujours, je ne cherche pas à être suivi par des millions de personnes. S'il y a une seule personne, encore une fois, je l'avais dit au dernier live, s'il y a une seule personne qui me suit et que cette personne-là trouve de la valeur ajoutée intellectuelle à ce que je fais, alhamdulillah, j'aurais réussi ma mission. Donc, voilà. En tout cas, merci à vous qui regardez. Merci à toi, Papa Souleymane. Et on se donnera
rendez-vous pour samedi prochain. D'ici là, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez le compte parce que TikTok, c'est des bandits, quoi. À chaque fois que je publie, je reste bloqué sur 200 vues. Ça veut dire que peut-être mon compte n'a pas trop de visibilité. Voilà. Je compte sur vous. Si ceux qui sont sur les réseaux à faire du contenu inutile, si cela peut-être ont une certaine visibilité, on doit se battre aussi pour nous qui essayons de conscientiser les masses. Peut-être que si on a une visibilité, on saura en faire quelque chose d'utile. Pas les autres. Parce qu'ils ne se rendent même pas compte du pouvoir qu'ils ont. Imaginez, vous avez 500 000 personnes qui vous suivent. Et c'est une responsabilité énorme en tant que créateur de contenu. Parce que moi, je suis pas TikToker, moi, je suis YouTuber. Je le dis et je le revendique. Moi, c'est YouTube, ma plateforme. TikTok, je suis là juste pour, essayer de toucher le plus de jeunes, le plus de masses. Mais moi, c'est YouTube, ma plateforme préférée. C'est là où je mets mes contenus et tout. Donc, c'est que dernièrement, lors de la période de la CAN, que j'ai commencé à faire du contenu sur TikTok. C'est une responsabilité énorme. Même si tu as une ou deux personnes qui te suivent, c'est une responsabilité énorme. En tant que créateur de contenu, tu dois éduquer ces personnes-là, tu dois veiller de telle sorte que ces personnes-là, apprennent de toi, à travers peut-être le contenu que tu vas faire, etc. Donc, je compte sur vous, les gars, pour diffuser, le contenu, le compte, la chaîne YouTube, etc. Tout ce que vous voulez. Donc, c'était moi, votre serviteur de Digital Socrates pour les lives. Les lives s'appellent les lives du Digital Socrates, hein, donc. J'ai créé le nom aujourd'hui même. Je vous rappelle aussi que le live du samedi dernier est disponible sur ma chaîne YouTube. Là, je l'ai monté. Je l'ai posté hier. Donc, si vous voulez, si vous voulez le regarder, on parlait du sport, de la géopolitique dans le sport, le soft power. On a pris l'exemple de la finale de la CAN. On a expliqué tous les enjeux qui étaient derrière cette finale-là. Pourquoi le Maroc tenait coûte que coûte à ce que la coupe reste là-bas. Parce qu'il y avait des intérêts géopolitiques, des enjeux derrière, financiers, politiques, etc. Les lives du samedi, d'accord, et Pape Souleymane a fait une brillante intervention. C'est au moment où je montais la vidéo où je me suis rendu compte qu'il a été excellent. Il a fait une très bonne intervention et encore merci pour toi, Pape Souleymane. Pape Souleymane aussi, il faut vraiment le soutenir, il faut vraiment aller s'abonner sur son compte. Voilà, c'est un jeune à encourager et voilà. Donc c'est un des espoirs du pays. Donc les gars, c'est ça. Pape Souleymane, si tu as un dernier mot à ajouter, sinon voilà, on ferme le live et puis connecte dans tes quoi. Moi je dis juste que c'est un combat, il faut le mener. Ouais. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Allez les gars, donc disons à samedi prochain. Je sais pas, je connais pas encore les sujets du live, donc je vais voir, je vais réfléchir parce que j'avais beaucoup d'idées en tête pour le samedi prochain pour le thème. Allez, salam alaikum les gars, bonne nuit. Allez les gars, salam alaikum. Merci, bye bye.